On est ce soir, les amis, sur une émission très spéciale. J'ai pas les petits sons et tout, mais ça ne saurait que tarder. On aurait mis des confettis, on aurait mis des trucs. Ce soir, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, et vous tous, j'imagine, qui nous avez rejoints. C'est le dropshipping. Et j'avais envie de faire un plateau à dropshipping, la vérité derrière le scandale, derrière les scandales qu'il peut y avoir sur Internet, derrière un peu les arnaques que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, derrière un peu la vie mainstream, on va dire, négative que beaucoup de gens ont. J'avais initialement proposé cette idée à Romain SEO, notre cher ami Dropshipping Reborn, pour dire de pouvoir clasher. J'avais également envoyé un message à, comment il s'appelle, un créatif du coup. Je m'étais dit, on va les remettre sur un ring ici et puis on va s'amuser, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis j'avais envoyé quelques messages à quelques amis à moi, dropshippers, qui ont bien voulu jouer le jeu et venir partager avec nous. Et puis on va du coup rapidement les présenter. Tous les gens qui sont sur le plateau vont se présenter, partager un petit peu ce qu'ils font, qui y sont. Et puis après, j'ai toute une série de questions, de points de vue sur lesquels je vais intervenir un petit peu et faire intervenir chacun de nos intervenants. Et puis on va lancer quelques débats un petit peu, dire de foutre un peu d'huile sur le feu tranquillement. Et puis on finira avec toute une partie professionnalisation. Comment vraiment développer justement un e-commerce beaucoup plus professionnel, comment faire du dropshipping comme un grand, comme un pro, et puis éviter justement toutes les scams, tous les scandales, toutes les arnaques que l'on peut trouver sur Internet. Parce que oui, le dropshipping est un vrai business. On aura l'occasion d'en reparler. On aura également toute une petite partie conseils pour tous ceux qui se lancent, et on va justement demander à tous nos e-commerçants ici leurs conseils qui donneraient à tous les gens qui veulent se lancer. Hello les amis, j'interromps votre émission préférée pour vous dire que si vous aussi vous êtes dropshipper e-commerçant et que vous gagnez votre vie grâce à l'e-commerce, on a créé un mastermind en ligne que vous pouvez rejoindre. Pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous et de nous rejoindre dans notre club. On se rejoint toutes les semaines, uniquement des dropshippers qui vivent de leur business pour passer au niveau suivant et professionnaliser notre business. On vous attend, c'est juste en dessous. Je vous laisse avec l'émission. À tout de suite. Et on finira avec une petite partie de Gartic Phone qu'on a testé hier en live, qui est un espèce de téléphone arabe sur une petite application. J'imagine que les intervenants, vous n'avez aucune idée de ce que c'est, et c'est très bien. On verra ça à la fin de notre émission. Merci à tous du coup d'être connectés avec nous. On est plus d'une 50 personnes en live, ça fait plaisir. Laissez un énorme like. On est en live toute le mois jusque le 15 mars, pratiquement tous les soirs, avec un objectif d'atteindre les 5000 followers. Donc laissez un like et puis followez, partagez le live à tout le monde. On fera un giveaway, il y aura 50 $ à gagner ce soir. Il va falloir que j'ouvre ça. Et on va mettre même plus que ça. On va mettre quoi? Alors attends, on va mettre déjà le bot en place. Voilà. Et on va donner 50 $ par palier de 50 personnes. D'accord? Donc partagez ce live, partagez-le à vos potes. Dans tous les cas, il va y avoir une énorme value qui va être partagée ce soir. Donc invitez vos potes, croyez-moi, les conseils vont voir la quali. Et on va donner 50 $ par tranche de 50 personnes sur le live. Le seul façon de participer, ça va être d'interagir dans les commentaires. Et on fera le tirage au sort à la fin. Voilà, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos follow, merci pour le love. On se donne rendez-vous tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires et de questions dans le chat. J'y reviendrai tout au long de la soirée. Ceci étant dit, je propose du coup qu'on commence avec une petite présentation de notre panel de stars ici ce soir. Et puis on aura l'occasion de revenir step by step derrière sur les parcours de chacun, les développements de chacun. Maxime, comment tu vas? Ça va bien. T'es en forme? Tu nous entends? Ça va? Toujours en forme. Super. Je suis toujours en forme. Quand tu te présentes à quelqu'un qui ne te connaît pas, tu dis quoi toi, Max? Quand je me présente à quelqu'un qui ne me connaît pas, écoute, je retrace un peu mon parcours. Moi, j'ai commencé. Tu fais ta bio à chaque fois que tu rencontres un type? Ouais,
peut-être pas comme ça, mais j'ai commencé avec pas grand-chose et c'est vrai qu'on a vraiment bien développé le business en 7 ans. Donc depuis 2014, moi je faisais vraiment que du magasin physique de base. Donc c'est-à-dire qu'en 2014, il y avait pas enfin, je faisais pas d'internet, Mhm. je faisais pas de vente, je faisais pas de dropshipping. Et 3 ans plus tard, on a commencé à faire un peu de vente sur les plateformes e-commerce comme Amazon, comme Cdiscount, comme eBay. Et c'est là où on s'est vraiment bien développé. Donc voilà, Aujourd'hui, tu es e-commerçant? aujourd'hui je suis e-commerçant et j'ai aussi des boutiques physiques. Donc c'est un petit peu plus compliqué avec la situation sanitaire, mais on y arrive et on arrive toujours à se développer, à ouvrir de plus en plus de magasins partout en France. Alors voilà, toi, contrairement à beaucoup de nos e-commerçants qui vont être avec nous ce soir, tu as décidé de faire autre chose, c'est de lier les deux. Et c'est d'ouvrir des Exactement. boutiques physiques où tu fais du Il a raison, déstockage hein. en gros. Exactement, on fait du déstockage, on travaille avec beaucoup de marques, on travaille avec beaucoup de grossistes et on arrive à proposer des prix extrêmement intéressants. Aujourd'hui, on a plus de 1000 références sur notre catalogue d'Amazon, par exemple, mais aussi en magasin, donc ce qui permet d'avoir un choix très intéressant et de faire du business grâce à ça. Et malgré ce business model, cette présence physique, etc., tu fais aussi du dropshipping, mais du dropshipping pas forcément depuis la Chine. Tu fais beaucoup de dropshipping Alors, quoi j'en en fais aussi Europe. maintenant depuis la Chine. Ah, t'en On fais en fait aussi aussi maintenant maintenant depuis depuis la la Chine. Chine. On a lancé ça au mois d'octobre, donc avant le second confinement. Mhm. On a créé une boutique Shopify. Donc, je ne sais pas si tu l'avais su, ça, mais on a créé une boutique au Shopify qui a très bien fonctionné parce qu'on a 27 000 fans sur notre page Facebook. Donc, Donc c'est ça vrai a que tout de poussé. suite, voilà, exactement. Donc, c'est ça qui était vraiment bien. Et Toi, après, voilà, initialement, c'était principalement du Amazon. c'était principalement du Amazon. Et l'an dernier, par exemple, on fait 5000 colis Amazon avec un délai de traitement de 48 heures, tu vois. Donc, on arrive à envoyer les colis super rapidement. Le client l'a super vite et on a aussi des bonnes notes, justement, sur cette plateforme, quoi. Je crois qu'on a 4,6 sur 5. C'est Donc, quoi le nom du business? Qu'on fasse un petit coup de pub? c'est jouer prix bas. Donc, on a Voilà. une page Facebook, c'est jouer prix bas. Et du coup, t'as fait un carton là, j'imagine, Et le site Noël, internet, Noël, et le site confinement, internet, etc. Ouais, ouais, ouais. Ouais, le confinement, ça a été vraiment. Je crois les premières semaines, on a fait plus 800% de chiffre d'affaires. Donc, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Donc, juin a continué alors que les gens étaient déconfinés. Mais on voit que les gens sont en train de changer leur habitude de consommation. Et donc, bah, c'est bon pour le business en ligne. Eh ben super, eh ben merci à toi en tout cas d'être avec nous ce soir Maxime. Et toi ton objectif c'est Merci à d'ouvrir le toi. maximum de franchises en France. C'est ce que tu m'avais dit à l'époque quand on s'est rencontrés. Est-ce que c'est encore vrai ou Exactement. D'ailleurs, pas? on a ouvert une franchise à Valenciennes. Ah, On c'est a ouvert beau. une franchise à Valenciennes cet hiver. Et ouais, le but, c'est de créer des magasins franchisés où on est à 4 500 euros, je crois, 4 800 euros TTC pour une franchise. Mais après, vous avez tout notre catalogue fournisseur, donc vous gagnez de l'argent dès la première semaine. C'est le business model que tu as décidé de développer. Et Exactement. d'ailleurs, on s'était rencontrés du coup à un événement dans le nord de la France. Tu étais venu nous rencontrer. C'est comme ça C'est qu'on ça, avait partagé. à Valenciennes. Et ça fait plaisir d'être avec toi ce Eh soir. ben, Merci à toi, merci Maxime. à toi. Merci à toi pour l'invitation. Benjamin, du coup, qui était avec nous. Benjamin, rapidement. Yo yo, salut à tous. Salut Enzo, merci pour l'invitation. Alors qu'est-ce que je dis quand je vois quelqu'un, moi? Ouais, Bonjour, comment tu te déjà. présentes rapidement? Non, moi je suis expert Google Ads certifié et membre du programme Google Partner. J'ai démarré dans le commerce physique pendant 10 ans, donc j'avais un complexe de loisirs dans le nord de la France qui s'appelait YouMove, dans lequel les gens pouvaient faire du foot en salle, aire de jeu pour enfants, restaurant, etc. Au bout de 10 ans, je me suis rendu compte que j'étais plus fait pour ça, que j'étais fatigué, parce qu'on travaille quand les gens ne travaillent pas forcément. Et moi, là, maintenant, ça va faire un peu plus de 3 ans que je suis pleinement dans le monde du marketing digital. Je me suis formé en faisant les campagnes de la boîte sur Facebook et sur Google. Et là, depuis 2018 à peu près, je suis pleinement dans l'univers Google et j'accompagne des marques en e-commerce, comme des grosses marques comme Liberty Play qu'on a connues, comme Slimmy, comme Rose Gold, comme Wonder Nana, etc., qui sont assez connues dans le monde de l'influence marketing. J'ai un autre pôle où j'ai des marques à moi aussi, à la fois en dropshipping, mais également
comme on dit, en marque blanche. Et j'ai un autre pôle qui est formation coaching dans lequel j'ai la SEO Academy où les élèves se forment à Google Ads sur une formation de 20 heures et je fais des coachings individuels pour ceux qui veulent vraiment un peu plus loin avec moi. Donc voilà. Oui, dans C'est tous pas les mal. cas, pour tous ceux qui veulent en découvrir un petit peu plus là-dessus, il y a un live de 2 heures avec Benjamin sur ma chaîne YouTube qui explique tout ça en détail, de long, en large et en travers. Donc vous n'hésitez pas, si ça vous intéresse, après le live, vous pourrez aller revoir tout ça. Merci à toi Benji d'être avec nous ce soir. Ce sera un petit peu notre référence Google Ads Merci. ce soir, notre Ben. On va chercher les- Abdel également qui était avec nous. Salut frérot, rapidement, petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Yes Enzo, welcome. Merci pour l'invite. Moi, je suis consultant SEO. Je vais pas dire expert parce que ce mot-là, on l'a entendu à toutes les sauces. Je gère notamment le SEO d'Orchestra, donc marque pour enfants. Deux, trois autres marques que je peux pas malheureusement citer en termes des retailers français connus. Et je suis formateur, donc formateur en ligne et aussi en école privée. Donc sur des cursus Bac+3, master, etc. Et je suis aussi commerçant, donc Tu fais du je dropshipping suis à la depuis quand? ça fait un bail là maintenant. 5 ans à peu près, ouais, à peu près 5 ans. 2016, ouais, c'est ça, 5 ans. Et donc je suis commerçant et e-commerçant, donc j'ai Toi aussi, monté tu as il y a des pas boutiques longtemps, physiques. Toi ouais, aussi, j'ai tu as fait remonté cette une erreur. boutique physique. Non, moi j'ai en mon âme et conscience, j'ai remonté une boutique physique du côté d'Avignon, là dans le secteur de la maroquinerie, et puis là on est en train de lancer justement le multicanal. Et puis voilà, donc sinon rien de plus, ça fait déjà beaucoup. Abdel, ça va être un peu notre référence aussi en référencement naturel pour le coup ce soir. Merci à toi d'Abdel d'être avec nous. Il y a Gérald aussi. Comment ça va, poto? Yo, ça va? T'as toujours un écho Ça magnifique va. autour de toi. Ouais, désolé. Mais Je vais essayer de faire vite. c'est un plaisir. T'es en forme, ça va? Ouais, tranquille. J'allais au lit et puis au final, Et puis au on final, s'est t'es écrit et là, je suis t'es là. en Donc, live. c'est incroyable. Ça fait combien de Voilà. temps que tu fais du dropshipping, que tu fais du e-commerce, toi? Alors, du e-commerce, moi j'ai surtout fait au départ des produits digitaux. Donc je suis dev de formation. J'ai fait pas mal de produits à l'abonnement. Aujourd'hui, je me suis spécialisé dans les produits. Enfin, ça reste toujours mon business principal, les business à l'abonnement. On a greffé des produits physiques il y a à peu près 1 an et demi hein, sur ce modèle à l'abonnement. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai cette activité-là qui s'automatise de plus en plus avec une équipe de plus en plus performante. Donc ça marche pas mal. Et puis à côté de ça, je fais un petit peu de conseil en strat, de consulting. Voilà, ça c'est relativement plus récent. Mais voilà, en gros, business à labo sur produits physiques et sur produits digitaux. Et ça vend de la gamelle pour chat. Ça vend de la gamelle pour chat chez Gérald. On va pouvoir en parler aussi ce soir. On a également Yuri Les qui est avec fameuses, nous. Salut Yuri. Salut à tous, salut Enzo. Comment ça Merci va? pour l'invite aussi. Bah, avec Impeccable, plaisir. même deux peccables, allez, Deux pécables. pour la soirée. Yuri, c'est quoi le nom de ton groupe déjà? Les alphas du Alpha dropshipping, c'est dropshipping, ça? ouais. Alpha, c'est les alphas. C'est les alphas du On dirait une troupe dropshipping. d'aviateurs quand on parle, tu sais. Et Abdel, à chaque fois, la dernière fois, je partage avec Yuri et tout, je le montre à Abdel, il dit: Ah, t'es avec mon pote le gitan. Je dis: Mon Dieu, je ne me permettrai pas. Non, parce qu'en fait, c'est mes origines. Abdel, il sait parce qu'on se connaît de l'extérieur. On s'est déjà vu plusieurs fois et puis on parle bien ensemble. Et puis, c'est de mes origines, pour ceux qui Il savent. sait. Voilà. Et donc, pareil, dropshipper depuis combien de temps, toi, Yuri? Depuis 2016, fin 2016-2017, ouais, 2016. Quelques 2016, années, quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et on va pouvoir du coup Ouais, se reposer un peu sur toi ce soir pour parler aussi de Facebook Ads, qui est un Yes, petit peu avec- ta théma, le sujet qui t'amuse. Et on a également Avec grand plaisir. deux membres avec nous de la tribu e-commerce, il y a Samy et Loïc. Salut les gars, comment vous allez? Vous êtes en forme? Ouais, ça va super, super, super. Ça va bien, ça va bien. Dropshipper depuis combien de temps? E-commerçant depuis combien de temps? J'y suis depuis 2017-2018, moi, pour ma part. Loïc, depuis combien de temps? Bah, ça fait 1 an et demi que j'y touche, mais ça va faire 1 an
que j'y touche vraiment, on va dire. Avant, je chipotais, là, ça fait 1 an que j'en vis. Que t'en vis vraiment. Dans le chat, on va tout de suite vous mettre à contribution le chat, selon vous. C'est quoi le dropshipping? Le dropshipping, c'est quoi? Et beaucoup de gens qui parlent de dropshipping, et moi j'ai l'impression que personne ne sait de quoi ils parlent. Et à mon avis, on va avoir des définitions un petit peu différentes d'ailleurs là. C'est quoi le dropshipping? Et le problème, c'est un peu aussi ce que c'est que le dropshipping pour le commun des mortels et les followers de toutes ces influenceuses Instagram qui vivent à Dubaï. Mais ça, c'est un autre problème. On aura l'occasion peut-être d'en reparler également. Mais c'est quoi le dropshipping selon vous? Et donc, du coup, Sam, tiens. Samy, c'est quoi le dropshipping pour toi, frérot? Pour moi, le dropshipping, c'est une manière de commencer un business sans s'embarrasser de charges inutiles, tu vois, comme un loyer, une équipe, un stock. Ok, Voilà, top. pour moi. Dans le chat, ça nous dit quoi? Dans le chat, ça nous dit pas de stock physique. Ça nous dit du e-commerce. Ça nous dit acheter pas cher et revendre plus cher. Bon, ça, c'est du commerce tout court, ça, Mamourdèche. C'est un peu différent. Intermédiaire marketing entre fournisseurs et clients. Ok. Le client passe la commande sur le site internet, lequel transmet lui à un fournisseur qui assure la livraison et qui gère les stocks. Il y a Bruno qui nous dit c'est l'avenir, frérot. C'est pas mal ça. Et il y a Bol qui partage une vision que j'aime beaucoup qui dit c'est un modèle logistique. Et ça me parle beaucoup. Je vais poser la question à Max du coup, parce que je sais que lui, Max, est pas mal du côté logistique des choses. C'est quoi le dropshipping du coup, Max? Moi, tu sais que je travaille assez différemment de beaucoup de personnes. Nous, on a passé des accords avec des fournisseurs il y a déjà 3 ans de ça, donc depuis 2017, 4 ans maintenant. J'ai un très gros grossiste sur l'Europe. Et on s'est dit, alors lui n'a pas le droit de vendre sur Amazon en direct. Hein. Tu sais que les grossistes aujourd'hui, logiquement, n'ont pas le droit de vendre en direct. Donc nous, l'accord qu'on a passé, c'est de se dire, voilà, on va pas t'acheter la cam, mais tu as un catalogue de 6000 produits. On va mettre les 6000 produits. Et puis, ben, tous les 6 jours, on va venir chez toi. Et tout ce qu'on aura vendu, on va te l'acheter. Donc c'est pareil, c'est vrai qu'en termes de logistique, il y a eu un gros travail derrière. Donc c'est moi qui l'ai fait. Mais le risque, il était de zéro parce que la cam, on l'achète quand elle est vendue. Donc risque zéro. Et derrière, ça a engendré quand même des bénéfices assez importants. Et ça, c'est ta vision du dropshipping? Alors non, mais c'est en tout cas comme ça que tu l'as appliqué sur ton business. Moi, en tout cas, je la travaille comme ça. Après, effectivement, c'est vrai que sur ce qu'on fait là, par exemple, sur la Chine, avec un seul produit, on voit que des fois, il y a des petits couacs. Quand le Chinois te dit on va te livrer en 7 jours chez toi, et puis que j'ai eu le cas aujourd'hui, en fait. J'ai une personne qui nous a commandé un produit et commande le 9 février ou début février, je ne sais plus. Bon, la personne n'a pas la marchandise chez elle encore, alors que le fournisseur nous dit ok, tout est bon. Donc c'est là où ça peut poser des fois des soucis avec la clientèle. Mais toi, du coup, ce modèle du dropshipping, tu ne l'as pas démarré comme peut-être beaucoup de gens qui nous suivent en mode Shopify AliExpress. Toi, ça a été de te dire, ok, j'ai pas l'oseille ou j'ai pas envie de prendre le risque d'avancer l'argent, d'avancer le stock. Je contacte des fournisseurs qui sont autour de chez moi, qui sont en Europe. Exactement. Et je leur dis, voilà, moi j'ai la possibilité de revendre vos produits. Ce qu'on fait, c'est que je le mets sur Amazon. C'était ça Exactement. Et si je le vends, je vous appelle, quoi. Exactement. Donc, quand on vendait le produit, le fournisseur bloquait le produit et on avait un stock, on a un stock qui est, un stock tampon. On avait un stock tampon chez eux et donc c'était assez intéressant parce qu'on n'avait pas de rupture de stock et que le produit était vraiment à côté de chez nous. Donc, est-ce que tu as eu des refus sur ce type de business model? Moi, je me souviens qu'à l'époque où j'ai essayé de faire ça justement, beaucoup de fournisseurs m'ont dit non, on ne fait pas de dropshipping. Il faut nous acheter un minimum de X milliers d'euros de stock. Ça a été quoi ton approche, toi? Alors, j'avais la chance de déjà travailler avec lui, avec mes magasins physiques. Donc, concrètement, s'il me disait, écoute, Maxime, je veux pas faire ce business avec toi, j'aurais peut-être dit, écoute, j'arrête de t'acheter de la marchandise. Donc, t'avais des cartes en main, quoi.
Donc, on avait un peu les cartes en main à ce niveau-là. Et maintenant, on travaille avec 3 personnes comme ça. Et donc, on montre les chiffres qu'on fait justement à Avec ces le personnes-là. premier fournisseur, ouais. Voilà. Et donc, généralement, c'est banco, mais non, on a aussi des refus. Hein. Tu sais, il y a des personnes, ils ne veulent pas se casser la tête, ils veulent l'argent tout de suite. Et voilà, ce que je trouve normal également. Ouais, c'est un truc qui est très 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 important ça d'ailleurs, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui partent sur un modèle en dropshipping avec la Chine et du coup avec tous les inconvénients qui vont avec, alors que à côté de chez vous, il y a À des côté de chez vous, fabricants, vous avez peut-être des choses. Exactement. ouais, il y a des opportunités que vous allez pouvoir travailler, que vous allez pouvoir dropshipper également avec beaucoup d'avantages du coup. C'est notamment Abdel qui en parlait beaucoup de ça, il a une liste de fournisseurs incroyable dans toutes les thématiques. Enzo, je me permets justement vite fait Vas-y. d'intervenir parce que déjà, moi, je trouve que Maxime, il a une vraie démarche entrepreneuriale en allant chercher des fournisseurs qui pouvaient faire du dropshipping en France parce qu'en vérité, le système dropshipping, ça arrange beaucoup de producteurs de produits parce que généralement, ils sont spécialisés dans leur domaine et pas spécialisés dans la revente. Donc, d'avoir des dropshippers, s'il y a des bons accords avec des agences de livraison, c'est hyper arrangeant. Donc, je trouve ça démarche top parce que nous-mêmes, à l'époque, on avait fait ce type de démarche et ça a porté ses fruits. Puisque à Aubervilliers, pour ceux qui sont de Paris, à l'époque, on a vendu les parapluies 3 en 1 là, qui s'ouvrent à l'envers. Je pense que tout le monde les a connus puisqu'après, ils étaient sur tous les marchés. Ces parapluies-là, on les a trouvés à Aubervilliers. Sur un magasin, donc Aubervilliers, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein de petits magasins de grossistes, de Chinois qui font du grossiste, donc qui rapportent des stocks de Chine, donc qui ont les mêmes produits en fait qu'AliExpress. Hein. Et à Aubervilliers, on a réussi à trouver un Chinois qui vendait les parapluies et qui livrait nos clients en 48 heures. Et on faisait le même système de dropshipping et paradoxalement, c'était 50% moins cher que sur AliExpress. Parce que c'était en fin 2017, début 2018. Donc, il n'y avait pas encore le système d'agent. Donc, beaucoup moins arrangeant. C'était beaucoup le axé petit sur agent chinois en France, quoi. On a inversé voilà, les rôles. en France. Exactement, ouais. Il n'y avait pas d'agent chinois en France. Donc, forcément, c'était, comme ceux qui étaient là à cette époque, plus difficile. On était plus axé à AliExpress. Et c'est vrai que ce type de solutions, elles sont hyper ouvertes. Et même, j'ai des clients maintenant qui sont sur des producteurs en fait français. Par exemple, j'ai un client dans le vin qui produit des bouteilles chez un producteur de vin français et il vend des bouteilles que lui-même ne produit pas, mais en fait, il a trouvé un arrangement avec un producteur du coin. Et franchement, j'ai trouvé top l'intervention de Maxime parce que merci. Ça peut ouvrir beaucoup d'esprit sur ça parce que c'est hyper ouvert les gens qui produisent en France ou ailleurs ou même qui ramènent de Chine. Il y en a beaucoup d'importateurs pour pouvoir faire du drop sur la francophonie. Bah effectivement, voilà, tu as parlé un petit peu des marchés, etc. Parce que c'est une expérience que toi, tu as eue. C'est une réalité, c'est-à-dire que moi, j'ai découvert ça un petit peu quand je suis arrivé à Paris, là. Je fais une petite expérience à Paname. Tu arrives, tu visites les puces, etc. C'est un bordel énorme. Les Chinois qui importent des cartons, des containers, des trucs. L'intégralité quasiment du business de revente de produits chinois en France passe par là, quoi. Et donc, mais complètement. Les mecs qui, à l'époque, essayaient de revendre dans des petites boutiques, sur les marchés ou sur Internet, ceux qui avaient déjà compris les leviers. Alors, effectivement, c'était pas aussi facile que d'avoir un shop au Berlot et machin et trucs, mais le business est né là-bas, je pense. Après ça, c'est le marketing Shopify aussi de l'époque. Au Berlot, on sait que c'est lié à Shopify. Il y a le marketing d'Oberlo, facilité d'importer ses produits. Mais voilà, il y a beaucoup de dropshippers ou de e-commerçants dropshippers, parce que j'aime pas trop, en fait, pour moi, le dropshipping, c'est un système, c'est pas... On fait du e-commerce en soi, on utilise un système dropshipping, mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est un peu le sujet, vu que c'était la question, frérot. Hein, mais ouais, en plus, ouais. Mais les démarches, tu vois, comme Maxime, je trouve que c'est les démarches, moi, perso, c'est les démarches qui m'ont permis de m'en sortir. Et je trouve que c'est les démarches que tout le monde doit faire. Et encore plus aujourd'hui, même si aujourd'hui, on a les systèmes d'agents qui sont vraiment... excellent et qui propose de plus en plus de systèmes. De toute façon, c'est simple. Hein. Le truc est simple. Vous prenez jouet prix bas. Il n'y a aucun dropshipper qui est capable d'avoir le catalogue qu'il a, au tarif qu'il a, avec les marques qu'il a, en étant légal. Voilà, point. Ah, mais complètement. Donc, à partir de là, on le voit, le résultat que ça peut apporter. Et puis, en plus, quand
quand on travaille bien, tu vois, en dropshipping, l'avantage qu'on a, parce que quand on fait du e-commerce, on commande des stocks, on peut avoir des défaillances. Là, si on a un système, comme les agents qui font un contrôle qualité sur chaque produit, en fait, du coup, on a un avantage sur la qualité du produit qui est énorme. Pour ça que je ne sais plus c'est qui disait, le dropshipping, moi aussi, je suis d'accord, c'est l'avenir, clairement. Du e-commerce. Il n'y a plus aucun, d'ailleurs, e-commerce réel qui se crée, concrètement, autant qu'avant, avec le SEO ou autre. Il n'y a plus aucun e-commerce qui se crée comme ça. À part en système de dropshipping. Et même les e-commerce. Sur un format, tu veux dire, où on fait du stock et on part un peu de Voilà, façon exactement. traditionnelle. Exactement. Il y en a beaucoup qui se créent sur un début de format dropshipping et après qui finissent en stock ou en arrangement avec leur agent. Donc, en fait, on voit vraiment qu'il y a un avenir dans ça. C'est juste une direction. Et puis après, les influenceurs, on ne va pas se mentir, ils tirent à balles réelles à cause de ceux qui font n'importe quoi du dropshipping. On aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est peut-être aussi avec des success stories qu'on a connus sur les montres. Aujourd'hui, tu prends une marque comme Gymshark. Gymshark, c'est rentré chez Monsieur Madame Tout le Monde, alors quand même très passionné par le sport. Mais c'est une success story incroyable. C'est des mecs qui ont commencé en dropshipping, quoi. Donc c'est ça, peut-être ça aussi qui fait que ça démocratise. MVMT, c'est pareil. MVT qui a été revendu des centaines de millions, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Abdel, il y a plein de marques qui sont construites comme ça. Et ça continue, d'ailleurs. Ouais. Et ça continue. Anaïs disait MyProtein, c'est pareil. Ils ont commencé en dropship, en marque blanche. Ouais, c'était de la marque blanche. Ouais, au début, ils ont fait ça aussi. Puis là, maintenant, c'est une marketplace, tu vois. Il y a Et puis Blend même... Ouais, excuse, il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Non, c'est bon. Vas-y. Ah. Ouais, et si tu regardes aussi, moi j'ai eu des e-commerce physiques sur la cigarette électronique en 2013. Les systèmes qu'on avait, c'était un peu du dropshipping. Je crois que c'est Maxime qui en parlait tout à l'heure. Je ne sais plus pourquoi il parlait un peu du même système. Mais en tout cas, sur les boutiques physiques, nous, les stocks, on les payait après-vente. C'est-à-dire qu'on les commandait, on les recevait en boutique et on payait à la fin du mois. Donc, oui, c'est un tu système payes tes un peu factures à 30 jours fin de mois avec un accord exactement. avec ton fournisseur, bien sûr. Moi, Yuri, c'était pareil quand j'avais le bar. Je payais les fûts de bière. J'ai plus 30 aussi. Tu vois, voilà, c'est ça. Donc les gens en fait sont choqués, c'est plus par rapport au système AliExpress qui a trop buzzé parce que c'est vrai qu'il y en a plein et c'est aussi faute aux formateurs, hein, on va pas se mentir, il y a beaucoup de faux formateurs qui sont arrivés en prônant une solution AliExpress et qui a détourné le truc plus, et c'est là pour moi c'est les influenceurs là qui ont utilisé le même système comme je sais plus si c'était Zoltan ou parce que c'est à partir d'eux que ça. Zoltan et. Ils avaient fait du dropshipping sans dire que c'était leur boutique ou je sais pas quoi, puis ils avaient jamais livré. Exact. Et c'est les premiers articles publics qui ont fait vraiment mauvaise répute au dropshipping. Et après, ça a été de mal en pire hein, avec les mauvais placements. Mais au bout du compte, faut pas en retirer le système qui est vraiment énorme et que en fait tout le monde utilise depuis des années, dans un sens ou dans un autre. Pour clôturer le sujet, du coup, Abdel, c'est quoi le dropshipping? Pour rebondir, le dropshipping, c'est juste un canal de distribution d'un point de vue logistique, si on va regarder la définition en soi. Et moi, j'aimerais un peu apporter on va dire, ma pierre un peu plus B2B. Ce que je remarque, c'est que quand on a bossé, par exemple, sur un Intersport ou sur Orchestra ou sur d'autres marques qui étaient comme Pacific Pêche, c'est aussi du dropshipping et tous ces catalogues-là de gros e-commerçants en France sont des dropshippers. Ce qu'on pense en fait, c'est que le modèle de dropshipping est souvent associé à ce que vous avez dit, hein, cette logique-là d'influenceur, on revend un prix 25 fois le coef, ce genre de choses, et puis essentiellement du produit AliExpress. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a énormément de marques nationales qui expédient directement de leur entrepôt pour un tiers, et notamment pour des gros e-commerçants. Et par exemple, tu prends le cas de VP, c'est du dropshipping. Tu prends le cas de Private Sport Shop, c'est du dropshipping. Et tout ça, c'est un autre système, un peu à la manière aussi d'un Groupon, où c'est d'autres finalement méthodes de vente, d'autres pratiques marketing, mais en soi, ça reste du drop. Et en fait, tout le monde pointe du doigt tout ça, mais si tu regardes ce que fait un VP ou ce que fait un Private Sport Shop, c'est exactement ce que nous, on fait d'un point de vue e-commerce. C'est revendre un produit bas A à un client B. Et ça s'arrête là. Après, moi, ce que je pense, hein, c'est qu'en 2021, si tu veux vraiment avoir cette logique de dire je monte un business sur la base
d'un modèle logistique qui est le dropshipping, c'est d'aller chercher un facteur différenciant. Alors, le fait de te sourcer en France, c'est un facteur différenciant. Le fait que tes produits en soi, ils soient peut-être, comme il l'a dit, je sais plus, Manu, je crois, c'est ça. iPhone, c'est j'ai perdu Max. son prénom. iPhone, c'est Ouais, Max. Max. Maxime. Max, c'est finalement d'avoir une barrière à l'entrée aussi, tu vois. Lui, sa méthode, c'est une barrière à l'entrée. Et du coup, ben, comme moi, quand j'étais dans la téléphonie, bon, ben, quand on était dans la téléphonie, c'était pareil, tu avais une barrière à l'entrée. Et puis, tu commandais tes écrans d'iPhone et tout ça, et tu t'étais facturé à J+30, J+45, J+60, en fonction de finalement ce que tu pouvais commander. Et ce que je remarque surtout, c'est que si tu veux maintenant en 2021 avoir vraiment cette logique de qualité, tu peux le faire. Il y a tellement de solutions pour le faire qu'en fait, nous, ce qui nous a mis un peu dedans d'un point de vue dropshipping, au niveau, on va dire, valeur et image perçue sur le grand public, c'est que les gens, ils associent ça avant tout aux influenceurs, alors que tu as diverses méthodes de vente. Tu vois, la semaine dernière, j'ai discuté justement avec mon fournisseur qui est à Marrakech. Et lui, par exemple, il fait du dropshipping de bois d'olivier avec un mec qui est en France, tu vois, avec plein de produits autour du bois d'olivier, de la thématique du bois d'olivier. Et il me disait, en fait, il m'expliquait que du coup, son client, il trustait un peu la thématique parce que grosso modo, les Chinois, ben, va te lever pour trouver du bois d'olivier chez eux comme il faut. Et qu'en plus de ça, ben, clairement, cette thématique-là, il y avait une logique d'artisanat et de qualité des produits qui n'était pas trouvable. Voilà, de savoir-faire qui n'était pas sur sa blanchie, tu vois. Et tu vois, c'est une manière finalement d'aborder les choses, tu vois. Alors, mais il y en a diverses de manières. Non, tu vois, quand on dit que le dropshipping est partout, tu vois, nous, quand on a cherché une voiture d'occasion à acheter, on est allé chez des importateurs, c'est exactement ça aussi. Tu vois, ils vont piocher les bagnoles en Allemagne et ils te les ramènent en France. Donc, eux, ils font juste l'intermédiaire, entre guillemets, administratif, c'est la même chose. Donc, au final, tu te dirais presque, bah, qu'est-ce qui m'empêche d'aller à la concession Audi ou autre de Stuttgart, tu vois. Donc, au final, c'est exactement ça. Le modèle est partout, au final, en soi. C'est quoi le problème alors, Gérald? Qu'est-ce qui a créé cette décadence? Qu'est-ce qui a créé toute cette merde autour du dropshipping? Les Marseillais. Pour moi, je pense qu'en fait, je pense qu'il y a un sujet. C'est un peu comme à l'époque, tu montais une SARL avec 1 euro de capital, tu étais un escroc. Enfin, il fallait absolument avoir des capitaux propres. Et en gros, c'est les mêmes modèles. C'est qu'en gros, on est en train de simplifier les choses. Et quand tu as tendance à simplifier les choses, ben souvent tu passes pour un escroc. Quand tu as le malheur de réfléchir un peu mieux que les autres, dans le sens, quand tu es un petit peu pirate en fait, hein, on revient toujours à la même chose, mais tu passes pour un escroc quand tu es plus smart que les autres. Et aujourd'hui, à part sur le plan écologique, alors moi je suis pas un écolo dans la main, loin de là, mais à part sur le plan écologique, où est le problème du drop en fait? Parce qu'en fait, ça n'est qu'une méthode logistique et il n'y a pas de problème éthique. Ça posera un problème. Le drop, ça sera mort ou ça sera considéré comme un vieux modèle le jour où les mecs ne cliqueront plus sur nos pubs, ils n'achèteront plus nos produits. Ça sera ainsi à ce moment-là. Et c'est pas en fait ni les journalistes ni les youtubeurs machin ou je sais pas quoi qui diront que le drop c'est pas bien. C'est simplement les gens qui arrêteront d'acheter. Je pense que ça sera hyper démocratique comme prise de décision. Ce sera la vraie démocratie du coup. Et moi je pense qu'en fait il n'y a pas de comme dans tout modèle, comme dans tout système. Tu as des enfoirés. Ben parlait de sa voiture. Tu peux très bien tomber sur un garagiste qui t'a requinqué une voiture qui devait être à la casse. Il t'a fait 3 trucs juste pour que ça passe au contrôle, ou alors il n'a même pas passé au contrôle, il a juste mis 500 balles à un mec et t'achètes un bousin, quoi. Et ben c'est pareil, il y a des mecs qui livrent pas les produits en drop, il y a des mecs qui ont du stock de merde aussi, donc ça veut absolument, il n'y a pas de corrélation. Et donc, à mon avis, le sujet finalement, ça serait juste une minorité qui s'est fait entendre plus fort que les autres, ça serait à cause de ça? C'est comme partout. Mais parce que réellement, c'est toujours ça. Ouais, c'est toujours ça. Et puis qui s'intéresse vraiment? Ok, Amazon a tué le game en livrant, il livre avant que tu aies commandé. Donc déjà, il y a plus de débat. Au niveau de la logistique, ils ont déboîté le truc. Le seul souci du drop réellement, c'est éventuellement les délais de livraison, mais c'est en train de se régler quand même. Ça a récemment été facile divisé par 2, par 3, quoi. Donc le seul sujet, il est là. Et puis, pour moi, tant qu'il y aura des consommateurs, de manière démocratique,
Et du coup, parce que face à toute cette merde qu'on peut voir peut-être sur les réseaux, qu'on peut voir dans les médias, etc., du dropshipping, du scam, du problème autour du dropshipping, il y a une réalité que peut-être vous ne voyez pas encore ou que vous allez voir au fur et à mesure. C'est que derrière ces 2-3 shops ou ces 2-3 glandus qui font des vidéos en lambeaux et qui vous expliquent la vie, il y a pléthore, des centaines, des milliers d'e-commerçants qui ont leur petit shop tranquille, qui font leur business avec la Chine depuis 10 piges, qui encaissent leurs milliers d'euros, leurs dizaines de milliers d'euros, leurs centaines de milliers d'euros tous les mois et qui cassent les couilles à personne. Et qui potentiellement n'ont même jamais fait de publicité sur Facebook, sur Instagram, etc. La différence aussi, c'est que Instagram, Facebook a mis une grosse visibilité, on va dire, a donné une opportunité publicitaire énorme, incroyable. Et c'est cette opportunité qui fait que je suis avec vous aujourd'hui, donc on va pas cracher dans la soupe. Mais ça a fait aussi l'envers du décor, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tout le monde voyait des pubs passer en permanence et à un moment donné, c'est facile de polémiquer, c'est facile de crier, c'est facile de jeter la pierre, quoi. Et ça fait beaucoup plus de buzz, ça fait beaucoup plus de vues, ça fait beaucoup plus parler de critiquer, d'être dans le négatif plutôt que dans le positif. C'est quelque chose que l'on sait tout. Je me permets d'intervenir, Enzo. Moi, justement, je pense que déjà le dropshipping, je pense qu'il est déjà, par rapport à ceux qui le connaissent, il est surestimé par rapport à ceux qui connaissent le dropshipping. C'est-à-dire que je défie n'importe quelle personne qui est là de prendre 10 personnes de leur entourage, qui ne sont pas dans leur entourage entrepreneurial, et de leur demander s'ils connaissent le mot dropshipping. Ah oui, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Ah. Exactement. Et parce que déjà, presque personne. C'est pour ça que moi, je parlais des gens, par exemple les médias comme Brut ou autres, qui ont tiré à balles réelles en prenant des exemples d'influenceurs, en faisant l'amalgame presque entre les systèmes pyramidales comme le MLM, etc. Bref, en faisant l'amalgame avec plein de trucs qui n'ont rien à voir. Et je pense que c'est ça qui tue le dropshipping. Mais au bout du compte, il y a très peu de personnes qui connaissent. Dans le chat, qui connaît vraiment le dropshipping autour de vous, là, dans vos entourages, etc. Est-ce que les gens sont vraiment, focus là-dessus autant que potentiellement que vous l'êtes? Je sais qu'il y a beaucoup de débutants quand ils démarrent, non, mais tout le monde dit que c'est une arnaque et tout, mais il y a que toi, tu te mets à voir ça parce que tu focuses là-dessus, parce que tu. Mais surtout qu'il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument, c'est-à-dire que les gars, ils vont. J'ai vu même des commentaires sur des publications, de formation de machin, où les mecs ils te disent ouais c'est pyramidal, mais en fait, à quel moment, quand le gars il vend une formation, à quel moment c'est pyramidal, quoi? Le gars il te vend une formation, c'est comme si tu vas à la NPE, tu payes tes impôts et la NPE va te payer une formation qui vaut 4 fois la formation. La NPE c'est pyramidal. Là par contre. Et en plus là, en l'occurrence là c'est pyramidal. Mais en vérité ça veut rien dire. Et au bout du compte, le dropshipping c'est juste un système qui te permet d'éviter de faire du stock, comme la plupart des magasins d'ailleurs physiques, comme on en parlait tout à l'heure, ou d'autres commerces. Donc en fait, c'est juste un système. Et moi, je pense que depuis 2 ans, avec le système des agences, ça s'est grave amélioré. Tu as des délais de livraison qui peuvent descendre à 5 jours. Tu as des agents qui font des contrôles de qualité sur les produits. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'améliore et quelque chose de positif en fait qui ressort de tout ça au bout du compte. Et tant que, pour moi, 6 personnes de mon entourage sur 10 ne connaissent pas le dropshipping, je me dis, il y a encore beaucoup à prendre. Hein. Benjamin, du coup, est-ce que le dropshipping est mort? Bah non, avec tout ce qu'on dit, non, bien sûr que non. Le dropshipping, comme on le connaît de manière générale, en mode flux tendu, non, c'est pas mort. Par contre, le modèle qu'on a vu il y a 3 ans est matraqué par les formateurs en lambeaux, etc. Oui, celui-là, ça va être très compliqué parce que pour le coup, c'est vrai que les consommateurs sont de plus en plus éduqués par rapport à la facilité et aux dérives un peu du dropshipping. Et tant mieux pour ceux qui font du bon travail, justement. Parce que ça va niveler en fait un peu par le bas tous ceux qui croient que le fait de plug AliExpress sur ton shop, c'est le million assuré. Bah non, en fait, à un moment donné, non. Si on veut devenir e-commerçant, tu deviens entrepreneur. Et qui dit entrepreneur dit sacrifice, dit prise de tête, dit être au four et au moulin, hein, tu vois, comme on dit, avoir des problèmes tout le temps, parce que tu as toujours des problèmes à gérer quand c'est comme ça. Et voilà, et ça, tant mieux à un moment donné que déjà les contrôles avec les États se durcissent, que les règles se durcissent pour nous, qu'elles soient publicitaires, fiscales ou gouvernementales. Et à un moment donné, nous, ça va vraiment faire un nivelage par le bas. Et on commence à voir dans les formations de plus en plus que
enfin, les gens commencent à nous dire il faut que tu aies une marque, il faut que tu aies un agent, il faut que tu construises quelque chose, que tu aies des normes CE, etc. Et enfin, Dieu merci, au bout de 3-4 ans, on commence à enseigner ces valeurs-là. Et voilà, tout en faisant du dropshipping, bien sûr. Ça m'arrive souvent avec Abdel, où on se marre en disant c'est trop bien en fait. Parce que plus il y a de barrières à l'entrée du business, plus ceux qui sont déjà à l'intérieur sont chauds. C'est-à-dire que ça va se compliquer pour tous les nouveaux, mais moi en gros, j'ai la chance d'avoir démarré 2017. À chaque fois qu'il y a des barrières à l'entrée, je suis là, je sais que ma marge elle va monter quoi. Parce qu'il y a des gens qui vont se faire fumer leur compte publicitaire parce qu'il y aura moins de monde sur Google en compétition et donc plus d'opportunités pour nous. Et ça c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah oui ça se complexifie, oui faut plus cliquer sur 3 boutons. Moi je peux vous garantir, j'ai rencontré des débiles gagner des centaines de milliers d'euros. Et je sais que Gérald en connaît aussi, en connaît les mêmes. Et c'est vraiment pas une blague. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le business model, Facebook à un moment donné, était d'une facilité telle, entre guillemets, que si tu avais un petit peu compris le type de publication, le type de publicité qui permettait de faire cliquer les gens, de les amener sur un site internet, et alors tu arrivais à vendre des produits et potentiellement parfois tu arrivais à en vendre beaucoup si ça se passait bien pour toi. Et ça va finir par mourir à un moment donné. C'était une opportunité de marché sur un timing donné, mais derrière, il faut professionnaliser. Derrière, il faut savoir délivrer. Derrière, il faut savoir gérer ton SAV. Derrière, il faut savoir faire tourner ton catalogue produit. Derrière, il faut savoir trouver de meilleurs fournisseurs. Faut savoir... Sinon, dans tous les cas, tu fais un coup. Moi, je connais plein de gens qui ont fait des coups. Des gens qui ont fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ils ont mis des screenshots partout. 6 mois plus tard, ils n'étaient plus là. On les appelle les étoiles filantes chez nous. Et nous, ça nous fait plaisir parce que les étoiles filantes, si tu veux, ils font un coup marketing. Derrière, on les récupère dans nos formations qui sont plus sérieuses. Et d'ailleurs, on récupère leurs clients sur nos boutiques. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Le truc, c'est comprendre que c'est un jeu long terme. Et c'est d'ailleurs pour ça fait plusieurs mois là, que moi, je m'amuse pas mal en SEO. Je crée des sites, frère. Dans 15 ans, je les revends. Dans 15 ans, je les revends et je fais le tour du monde avec l'oseille. Puis en attendant, j'encaisse mes revenus. Parce que la réalité, elle est qu'aujourd'hui, il y a un frérot qui disait, dans le chat, il y a une force qui disait le dropshipping AliExpress, on n'y croit plus. Bah frérot, moi je vais te dire un truc, mon sourcing, il est d'abord fait sur AliExpress, après je demande à mon agent de sourcer les produits, mais la majorité de mes sites, typiquement sur un format SEO, il n'y a rien de plus. C'est juste que je vais mettre face à un client sa recherche. Il recherche des semelles orthopédiques, je lui mets des semelles orthopédiques. Il recherche des semelles orthopédiques bleues, je lui en mets des bleus. Et puis il les achète. Et puis c'est tout. Et c'est une réalité. C'est-à-dire que je parlais hier avec Pierre Elliott l'Allemand de Monéac, une chaîne YouTube qui fait 113 000 abonnés. Et lui, il a commencé avec du dropshipping sur eBay. Il achetait le produit sur Amazon, il le listait sur eBay 8 euros de plus, les gens l'achetaient. À un moment donné, est-ce que tu arnaques les gens en faisant ça? Est-ce qu'il y a un problème d'éthique? Pose-toi tes questions tout seul, mais nous casse pas les couilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'idée, si le mec il a envie de l'acheter en connaissant le prix, en l'achetant 8 euros de plus, bon, bah tant mieux. Après, bien évidemment, il faut être professionnel et les dérives du dropshipping, elles sont nombreuses. Et on va justement en parler tout de suite avec nos invités, où je vais vous demander à chacun d'entre vous un défaut du dropshipping, un point sombre du dropshipping que parfois beaucoup de gens ont exploité. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit, Anaïs. Le Rixos. Max, du coup, c'est quoi un défaut du dropshipping, un point négatif du dropshipping qu'il faut avoir conscience quand tu développes cette activité? Je pense qu'au niveau du tracking, il y a des choses qui peuvent être améliorées, forcément. Parce que quand tu achètes sur AliExpress et qu'on te dit bon, le colis est parti et que finalement tu ne sais pas où il se trouve parce qu'il y a des difficultés de tracking, bon, moi je pense que c'est le point noir du drop. Mis à part ça, je vois pas énormément de défauts ni de points noirs. Donc la logistique, sur la ce capacité modèle. à pouvoir suivre les colis. Exactement. Top. Mais bon, Loïc, moi j'ai pas de souci. toi t'as pas de souci. Loïc, 1 an et demi de dropshipping, c'est quoi aujourd'hui le défaut pour toi du dropshipping? Ou le point sombre? Le point sombre, c'est... Bah, en tant que débutant, on peut toujours se dire que ça va être tout beau, tout rose, qu'on n'aura jamais de problème. Et
Après, plus on avance, ouais, le petit chinois qui se fout toujours un petit peu de notre gueule de temps en temps. Quand il veut faire du chiffre, il va livrer en 7 jours sans problème. Puis on se rend compte que ça arrive en 15 jours. Après ça, avec la professionnalisation, on filtre un peu les agents et on peut toujours parvenir à régler ce souci. Après, l'autre gros souci, c'est les fameux colis qui ne sont soi-disant jamais arrivés de la part des clients. Ouais, donc raconte-nous rapidement du coup, le client le colis est censé être arrivé selon le tracking. Le client te dit j'ai Ouais. pas reçu mon colis et toi t'as aucune capacité de pouvoir être sûr, c'est ça? Voilà, bah, après, quand on a un agent, on a le numéro de suivi, mais bon, après, il y a aussi des petits clients qui ils sont tellement fourbes et à la fois cons. Moi, j'ai eu ça au mois de décembre. J'ai quelqu'un qui essaie de me faire le coup là, sauf qu'elle m'a fait ce coup là un jour et demi après avoir commandé. Donc, je sais pas si elle a fait le coup sur plusieurs sites, qu'elle a fait un copier-coller, et comme c'était sur PayPal, à mon avis, c'était peut-être pas son coup d'essai parce qu'elle savait que PayPal, l'argent est vite sécurisé par PayPal. Mhm. Et moi, je regarde son lien et je dis, bah, enfin, elle est conne ou quoi. Le lien était prêt, mais le colis n'était pas encore envoyé. Et du coup, bah, je lui ai dit que c'était impossible. Et elle m'a refait du copier-coller. Donc, on a fait une bataille de copier-coller comme ça. Ouais, bon après Et ça reste après, un elle en a eu pourcentage marre. quand même très très faible par rapport aux Ouais, après, c'est commandes très faible. Ouais. générées. C'est quoi toi Sam le point noir du dropshipping? Bah moi personnellement, je recommande toujours tu vois, de brander ce que tu fais dès le départ pour justement sortir de cette image dropshipping. Même si ta logistique elle reste dans ce sens. Après, le point noir, je crois que comme il disait, c'est un peu, tu sais, tu as une responsabilité vis-à-vis du client et peu importe qui va livrer tes produits ou où ça va passer, si la personne ne l'a pas reçu ou si le produit est merdique ou quoi, c'est toi qui vas subir les conséquences. Tu ne vas pas pouvoir lui dire, ouais, mais c'est mon fournisseur c'est toi qui va rembourser ou qui va te ramasser les litiges. Sinon, je ne vois pas vraiment de La point noir. responsabilité encore une fois quoi vis-à-vis du produit. Ouais. Gérald, c'est quoi le point noir du dropshipping? Le point noir jusqu'à maintenant, c'était que c'était pas assez darwinien, c'est-à-dire que tu pouvais arriver de n'importe où, faire n'importe quoi et flinguer le modèle. Du coup, ben, t'as des sanctions, enfin, t'as Facebook qui devient casse-pied, Google qui devient casse-pied, Stripe pareil, etc. Et le fait que la barrière à l'entrée est très faible, ben forcément, t'as des rigolos qui arrivent. Après, ça fait le bonheur des formateurs et c'est complètement OK. Mais là, bon, cette année, le fait que tout ça se durcisse, je pense que ça va déjà écrémer. Les histoires de TVA à partir de juillet, ça va écrémer aussi. Ça va être de moins en moins la piraterie. La TVA qui sera obligatoire enfin, qui va être enfin, la TVA au 1er juillet, le régime va changer. Il va également y avoir une solidarité de la part des processeurs de paiement de ce côté-là, donc ça va forcément écrémer. Et donc voilà, donc pour moi, ça, c'est un point noir qui est en train de plus être un point noir. Donc la professionnalisation du marché quoi pour toi. Exactement, ça, je trouve ça plutôt bien. Et, euh, et pour moi, le point noir, c'est que euh, peut-être que demain, ce sera nous, les Chinois des Chinois. Et dans ce cas-là, il faudra qu'on trouve d'autres modèles. Parce que, comme le disait Max, enfin, c'est plus ce que c'était en fait. C'est plus ce que c'était allier les fournisseurs. Hein. Les tarots, ils ont augmenté. Là, c'est compliqué maintenant c'est compliqué de trouver des choses extrêmement, enfin des prix extrêmement abordables, quoi. Déjà, Il faut être plus ils se créatif mettent, quoi. Il ils faut se mettent à trouver la d'autres page et solutions ils ont quoi. tout à fait raison de le faire. Hmm. Exactement. Abdel, c'est quoi le point négatif du dropshipping? Bah, pareil que Gérald, c'est les marges. Les marges et surtout le multicolis. Il y avait trois choses. Il y avait les marges, le multicolis et la TVA à l'import. Qui globalement, en fonction de... En général, c'est surtout quand tu es sur des produits un peu plus à étiquette où tu as cette problématique-là. Mais le tracking multicolis, quand tu as plusieurs fournisseurs en drop, c'est problématique parce que quand toi, tu veux faire de l'upsell ou que tu vends du bundle ou ce genre de choses, ben, ça commence à être un peu problématique parce que tu n'as pas la flexibilité que tu as
une warehouse, un petit centre logistique ou même un local que tu loues pour stocker ta cam et faire tes envois. Hmm. Là, avec les agents chinois, maintenant, on peut faire de la personnalisation, on peut faire des bundles, on peut faire un certain nombre de choses. Hmm. Mais bon, après, moi, je parle d'un point de vue, en tout cas, je prêche pour ma paroisse, d'un point de vue SEO et SEA. Ben, c'est vrai que si on est sur des produits, si on est sur des catalogues produits assez denses, avec 150, 200, 300 produits, c'est vrai que ben, ton agent chinois, il va un peu faire la gueule et il va jamais sourcer l'ensemble de ces produits-là. Je mets au défi quiconque de me dire le contraire, Ouais, ou on est alors en train d'essayer de faire les trucs, et effectivement, ça parle chinois, c'est le cas de le dire. voilà. Donc quand tu es sur quand tu sur justement du trafic qui est drivé en SEO et que tu as vocation à faire du SEA plus tard sur ce même typologie de produit, ben c'est vrai que si demain tu veux faire quelque chose de bien, tu vas devoir passer par la case e-commerce et stock en France. Et je reviens à ce que disait aussi Gérald, ben, ça permet d'écrémer les petits rigolos et les dropshippers du dimanche. Et moi, j'en suis tout content. Que les processeurs Stripe aussi, ils récoltent à la source et qu'ils fassent le job, c'est cool. Et comme ça, ben voilà, on aura certes moins d'élèves en formation, mais des élèves plus consciencieux, plus impliqués. Et au final, ça fait des vrais e-commerçants. Yori, c'est quoi le point noir du dropshipping pour toi? T'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, mais Mais après, moi, j'ai pas. En fait, les points noirs que j'ai vus dans le dropshipping, je les ai vus après en points positifs, pour être franc avec toi. Mhm. Au début, bah, c'était tous les changements d'algorithme. Après, c'était le côté où AliExpress, ça rendait le dropshipping euh, un peu la fête à tonton, le casino. Les gens, ils venaient avec 500 euros. Ils se disaient, bah vas-y, j'ai mis 500 euros, je vais devenir millionnaire, comme lui m'a montré sur YouTube. Tu sais, c'était devenu ridicule. Et comme bah, tous mes confrères l'ont dit, le fait que ça se professionnalise, le coût de la TVA, le fait que, même le fait d'ailleurs que ça tire à balles réelles sur le dropshipping AliExpress, moi je trouve ça hyper positif, ce que j'aurais pu prendre comme point négatif à un certain moment, parce qu'en vérité ça se professionnalise. Là où moi je rejoins pas, c'est que sur les agents, ayant beaucoup travaillé sur ce sujet-là, parce que j'ai eu besoin à un moment hein, d'agents très, très performants. Les agents, maintenant, ils proposent des systèmes de pré-stock. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un produit qui fonctionne bien, les agents, maintenant, te achètent le produit. Donc, ça t'écourte la livraison à 5 jours. Le stock dans leur entrepôt, font un contrôle qualité et livrent ton produit. Et sur les prix aussi, maintenant, les agents sont de plus en plus arrangeants à partir du moment où tu viens en justifiant d'un certain volume ou que même si tu fais un bluff, on fait du business, surtout pour le e-commerce. Ceux qui sont dans le commerce depuis longtemps, ils savent que tu es obligé un peu de bluffer avec tes fournisseurs pour avoir les meilleurs prix. C'est le coup à jouer. Donc, même si tu utilises les résultats de ta boutique précédente pour avoir le produit, avec les agents, ça vaut le coup parce qu'ils peuvent avoir des systèmes qui sont super arrangeants. Et au bout du compte, ça résout le truc. Et puis, comme il y a de plus en plus d'importateurs aussi, bah, ça permet d'avoir des délais de livraison assez courts. Et comme mes confrères l'ont dit, le coût de la TVA, ça va permettre d'épurer. Donc, on aura beaucoup moins de personnes qui viendront se faire former. Mais au moins, comme Abdel le disait, on aura des personnes de qualité, quoi. Des gens qui sont là pour travailler. Parce qu'au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus difficile, mais paradoxalement de plus en plus rentable. Je ne sais pas si vous le remarquez tous, mais plus c'est devenu difficile sur le drop, plus il y a eu de barrières, entre parenthèses, plus les boutiques qui se professionnalisaient devenaient rentables. Générer du cash, découvrir d'autres moyens de le faire. Ah ouais. 100%. On vient de dépasser les 80 personnes en direct. Merci la famille, ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher le follow. On est toujours dans notre rush. Un mois de contenu pour atteindre les 5000. On est ce soir avec notre communauté de dropshippers et d'e-commerçants pour parler des dérives et de la dangerosité toxique du dropshipping et également de l'opportunité business pour tous ceux qui veulent la saisir. Du coup, Benjamin, comment on fait? Comment on fait pour professionnaliser le dropshipping? Comment on fait pour devenir un vrai dropshipper et non plus tomber dans les stéréotypes et dans les clichés? Moi, déjà, par rapport à ça, c'est expérience utilisateur, expérience client. Afin de faire tomber un peu les barrières du drop, c'est ce que j'ai fait avec
avec certaines de mes marques, c'est améliorer cette expérience utilisateur et surtout l'expérience client quand la personne reçoit le colis. Moi, j'ai fait un produit, en effet, qui a été pris sur AliExpress. On l'a modifié un petit peu avec l'agent. On a mis d'énormes CE dessus et le packaging, on a essayé de faire une expérience de packaging un peu à la Apple, c'est-à-dire avec un blister autour du produit, une boîte qui s'ouvre par le haut, en carton très rigide, pas un truc cheap. Ok, le packaging coûtait un peu plus cher, mais à côté de ça, énormément de clients nous ont dit, quand je l'ai reçu et que j'ai ouvert le colis, j'étais déjà heureuse d'avoir le produit, avant même de l'avoir testé. Donc ça, je trouve que ça permet de professionnaliser et de passer une étape par rapport au dropshipping, malgré le fait qu'on livrait entre 7 et 12 jours. Les gens râlaient un petit peu, ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, ils étaient tellement contents d'avoir cette expérience à la livraison que ça cassait toutes les autres barrières par rapport au délai de livraison et par rapport au dropshipping qu'on faisait, malgré le fait qu'on stockait chez l'agent, etc. Mais d'un autre côté, en effet, si la personne voulait rechercher le produit sur AliExpress ou autre, elle avait quasiment le même si le nôtre avait une garantie par rapport à la norme CE, Communauté européenne, et surtout avait une garantie par rapport à nos garanties à nous en tant qu'e-commerçants. Mais au moins, ça, je trouve que c'est le point le plus important pour professionnaliser, je dirais, le dropshipping. Oui, ensuite, il y a les tracking. Oui, ensuite, il y a les soucis, comme on disait, des autres qui font n'importe quoi, en effet. Mais avant tout, c'est, je pense, lorsque l'on s'attarde à l'expérience client et l'expérience utilisateur, ça permet déjà d'avoir une professionnalisation très importante. Des retours différents. Dans le chat, il y a même pas, t'inquiète même pas bro qui nous disait voilà, moi un problème pour moi du drop c'est packaging, délai, tracking et j'aimerais vraiment dire à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, qui veulent se lancer, qui sont déjà là ou qui sont uniquement clients utilisateurs, c'est que packaging, délai, tracking, c'est pas un problème en fait. C'est une barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un moyen d'améliorer tous ces points-là pour faire que tes clients soient satisfaits, pour faire que tes clients reviennent, etc. Ça peut, le côté packaging, c'est un peu ce que parlait Ben avec l'expérience utilisateur. Et ça, c'est vraiment pas un problème, c'est une barrière à l'entrée. Aujourd'hui, moi, tous mes colis, il y a le package avec le nom de la société, le machin, le truc, des petites cartes avec un petit mot personnalisé, écrit à la main. On est capable de créer une expérience client premium ou entre guillemets un peu plus quali sans avoir à dépenser des millions, etc. Mais effectivement, ça demande de se professionnaliser, ça demande peut-être un peu plus de budget, mais la différence, elle est là. C'est qu'effectivement, si tu as cru que tu pouvais lancer un business rentable, hyper sympa, hyper sexy avec 500 €, bah, c'est peut-être ça le problème. Le problème, c'est la croyance, mais ce n'est pas un problème du business. C'est un problème de croyance, c'est un problème de ce que tu peux avoir dans la tête. Du coup, Gérald, la professionnalisation pour toi, ça passe par quoi ? Pour moi, déjà, si on est là aujourd'hui, et si on a certains résultats, c'est parce qu'on fait partie des enfants on faisait partie des enfants qui aimaient bien démonter les jouets quand ils les avaient. On a un système, on essaie de voir par où on peut le hacker. C'est ce système-là. Et avant de le professionnaliser, peut-être que y en a qui vont vouloir le professionnaliser et il y en a d'autres qui vont vouloir le hacker. Et ça, pour moi, c'est complètement OK. Un truc qui est sûr aussi, c'est que le dropshipping, on peut en dire ce que l'on veut, c'est une très très bonne école du marketing. On a des CPA qui sont, on doit être hyper hygiéniste en termes de coûts d'acquisition, etc. Donc ça permet en fait d'être ultra pointu. Je pense qu'un mec qui a été bon en dropshipping, il peut clairement vendre à peu près n'importe quoi sur Internet. Il a déjà au moins de bons skills, quoi. Et après, pour se professionnaliser, c'est la mise en place de process, la délégation, ça c'est clair et net. Et voilà, en gros, j'ai pas de recette miracle. Qui c'est qui veut, Max, tu veux donner ton avis parce que Enzo est parti là, je sais pas si. Oui, il est parti, je crois, il a dit j'arrive. Écoutez, si vous voulez vous professionnaliser, les gars, j'ai un dépôt logistique et vous pouvez venir mettre votre marchandise chez moi. Alors, je vends un peu mon biz comme je peux, non, je plaisante. On a un entrepôt de 100 mètres carrés là, ici sur le nord de la France. Et donc, après, si vous voulez réduire vos délais d'envoi, nous, on prend la marchandise et on l'envoie en direct chez le client. Voilà. Comment ça marche du coup ? Techniquement, comment ça fonctionne ? Ah bah écoute, c'est comme si tu avais ta marchandise en direct chez Amazon.
Tu mets ta marchandise chez eux. Nous, c'est l'inverse. Nous, tu mets la marchandise chez nous et nous, on l'envoie en direct chez ton client, en fait. Donc, si tu achètes, je sais pas moi, un conteneur en Chine et que tu veux le stocker en France Tu fais le et le service faire, logistique. et qu'il y a un délai, voilà, et qu'il y a un délai de traitement plus intéressant pour toi, ça, nous, on sait le faire. On peut le faire et on sait le faire surtout. Et c'est le genre de service qui est très intéressant quand tu veux vraiment passer Tu veux développer, voilà. au level expert. Je vais reprendre un petit peu le chat. Merci la famille pour les abos et tout. Il y a Abdelweb, Abdel qui envoie des abos là, qui envoie des cadeaux, a offert un abonnement à Traps, a offert un abonnement à Coil. Merci Abdel, ça fait plaisir à la famille. Et merci à JM également qui a subscribe tout à l'heure. Merci, ça fait plaisir. Merci à vous tous, famille, d'être connectés. Et je vous le rappelle, du coup, par tranche de 50 personnes, on fera $50 de giveaway à la fin de ce live. Professionnalisation, du coup, Abdel, ça passe par quoi? Ça passe par déjà ouais, ce que disait Benji, l'expérience client, mais au-delà de ça, en fait, ça passe par la valeur ajoutée que tu vas amener par le biais de ta boutique. Je te donne un truc tout simple, mais les trois quarts du temps, pourtant, c'est une fonctionnalité dans Shopify qui est hyper facile à rajouter. Tu as t'as des plugins comme Digital Download qui te permettent ne serait-ce que de faire télécharger un manuel d'utilisation, un guide, un e-book, en tout cas un PDF post-achat et qui va permettre notamment d'apporter tout ce flux d'informations qui est nécessaire finalement à l'utilisation du produit sur des colis en dropshipping où de base dans le packaging, forcément, tu n'as pas spécialement peut-être le manuel d'utilisation dans la bonne langue. Tu vois, ça, c'est le genre de petites attentions qui, d'un point de vue expérience client, sont importantes. Donc ça, c'est une première chose, mais c'est aussi toute la valeur perçue que tu peux donner via une boutique en drop qui est hors packaging, hors produit physique, tu vois. Par exemple, dans le packaging, oui, tu as cette expérience d'unboxing avec, comme disait Benji, le blister, le petit flyer au format A6 que tu vas avoir à l'intérieur du colis, qui va te remercier, qui va te permettre d'augmenter ta social proof, tout ce genre de choses. Mais tu as aussi l'expérience sur la boutique où, ne serait-ce qu'avec un flow d'email intéressant, où tu vas pas essayer de vendre des produits euh, dans ta newsletter à chaque fois et que tu vas finalement élever le niveau de conscience et amener le visiteur d'une step de je recherche une information à je qualifie un produit et j'achète le produit finalement dans ma boutique. Et tout ça, tu peux avoir cette interaction avec ton client ou ton futur client. En tout cas, la personne qui te laisse une adresse email à un endroit ou un autre sur ta boutique. Et ça, c'est quelque chose que je veux dire, nous, en tant que commerçants, Yuri et les autres, on connaît, tu vois. L'expérience client de te dire, tu arrives dans une boutique, avant que le mec, quand tu arrives dans une boutique, la première chose, il n'est pas en train de te dire achète ou casse-toi. Il est en train d'apporter un certain nombre une certaine valeur, tant sur l'aspect produit que finalement tout ce qu'il y a autour des value products. Et en fait, il est là, c'est que la professionnalisation, elle passe par une chose, c'est de remettre le client au centre finalement de cette attention et de l'intérêt. Et à partir de là, si tu arrives à raisonner en termes de besoins, à préqualifier déjà tous ses besoins, à se dire, OK, il recherche ça parce qu'il a tel et tel problème et faire en sorte qu'au-delà de lui vendre juste des produits, lui dire merci, au revoir, mais tu lui apportes une solution. Par exemple, nous, en termes de retour, en termes d'abandon panier, on appelle les clients. Tu vois. On appelle les clients sur, OK, c'est quoi la frustration? Pourquoi vous n'avez pas passé commande? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme information complémentaire sur l'ensemble des produits de notre catalogue pour pouvoir justement peut-être vous orienter vers ce produit-là ou vous orienter vers autre chose. Et tout ça fait qu'au final, elle est là l'expérience client, elle est là la professionnalisation. Et ce que fait un Cdiscount, par exemple, quand il te rappelle au téléphone, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce que doit faire n'importe quel e-commerçant. Ou en tout cas dropshipper qui débute ou autre. Pourquoi? Parce qu'on a la chance d'être dans une économie d'échelle. Qui dit économie d'échelle dit qu'à notre niveau, on peut encore avoir l'ensemble de nos clients
au téléphone, là où un Amazon, un Cdiscount ne sait pas le faire. Et il est là le facteur C'est différenciant. là qu'il faut revenir, tu penses? C'est ça qu'il faut remettre en avant? Mais tout le temps, tout le temps. Moi, quand quand on était en Corse et qu'on gérait, qu'on gérait un hôtel face au port, je peux te dire que tous les matins, je servais le petit déjeuner et tous les matins, ben, j'étais au contact de mes clients pour savoir est-ce qu'ils avaient passé une bonne nuit, est-ce qu'ils avaient besoin d'autre chose que finalement ce que je leur apportais comme service au niveau de l'hôtel. Et finalement, je me suis retrouvé avec des gens qui 2 ans après, 3 ans après, ils étaient encore en train d'essayer de me contacter, même si moi, je n'étais plus au sein de cette structure-là, pour justement me dire comment vous allez, ça fait plaisir, on se rappelle encore Ah du non, mais moment attends, là, où... par contre, il faut bosser, Abdel. Moi, c'est pas le rêve qu'on m'a vendu, là. Comment on fait pour que ça marche tout seul sans rien faire? Ben, tu achètes une Ferrari. Alors, il y a un super site qui te permet d'acheter des Ferrari. Tu vas sur Majorette et du coup, tu l'as au format un Bah, 33e. achetez-la Et sur du coup, jouerpriba.fr, tant qu'à faire, au moins, Exactement. vous vous ferez aurez tourner pris, bah le... voilà. Tu vois? Ah, du coup, Tu vas- demande à VP, peut-être qu'ils peuvent te faire une promo. Et voilà. Mais non, enfin, je veux dire, il faut bosser. De toute façon, t'as rien sans rien. Il faut bosser et te former. Il y a deux choses. Ce matin, on a un membre de la tribu qui a eu une commande à 981 euros sur son site, sachant que c'est un site avec un panier moyen, je crois, autour de 30 balles. On vend de la spiritualité. Et donc, je lui dis, ouais, est-ce que tu as. Je lui dis, pense bien à appeler la cliente, à confirmer avec la cliente, etc., que c'est pas du fake, que c'est bien une bonne commande, qu'elle a pas fait une erreur et tout. Oui, c'est chose qu'il faut faire hein, de temps en temps, les amis, quand vous avez ce genre de commande. Et il me dit, non, non, mais c'est bon, je l'ai déjà appelé. Il avait appelé à instant, il avait confirmé le truc. Et c'est ça. Alors, après, effectivement, chacun va vouloir et pouvoir s'impliquer comme il le veut. Moi, typiquement, j'ai mis en place une ligne téléphonique, mais sur lequel j'ai pas d'opérateur aujourd'hui. Demain, on pourrait très bien avoir un opérateur. Dites-vous bien, les amis, que les gens qui ont créé Auchan, la famille Mullier, le mec est pas tous les jours en train de faire les rayons aussi. Vous pouvez développer un business e-commerce, vous pouvez mettre en place des gens, vous pouvez créer des équipes et développer. Je peux vous garantir que Gérald, il vend de la gamelle pour chat et pourtant, j'allais dire, il a pas de chat, mais si, il a des chats, donc ça marche pas. Mais il n'est pas tous les jours en train de les vendre, ces gamelles pour chat. Après, à un moment donné, vous vous démerdez, vous trouvez des moyens pour gagner de l'argent. Vous pouvez créer des franchises, comme l'a fait notre ami Maxime, même si c'est encore un autre business et d'autres problématiques. Mais voilà. Clairement, aujourd'hui, le dropshipping, si vous voulez créer une activité sur Internet, c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais qui est quand même assez facile à comprendre, assez facile pour démarrer, assez facile à comprendre les codes, à comprendre les ficelles. Par contre, le vrai challenge, pour moi, le vrai enjeu du dropshipping, c'est d'apprendre à attirer du trafic. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les professionnels? Quelle est selon vous la compétence, la clé derrière un business e-commerce, derrière un business en dropshipping, la vraie barrière à l'entrée? Dans tous les cas, si elle n'est pas sur l'argent, si elle n'est pas sur le fait de créer un site, etc., d'avoir accès aux fournisseurs, elle est bien quelque part. Pour moi, elle est là. Vous en pensez quoi, Benjamin? Pour moi, la clé, mais après, c'est plutôt ma vision Google qui va parler, mais c'est te mettre à la place du client. Je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Ok, tu peux lui vendre du marketing, tu peux lui vendre une offre, mais qu'est-ce que ton client attend réellement? Donc ça, c'est à partir du moment où tu te mets à la place de ton client, les barrières par rapport au ciblage, les barrières par rapport à l'acquisition de trafic, elles vont tomber les unes après les autres. Nous, sur Google, en tout cas, notre quotidien, c'est ça. C'est qu'est-ce que recherche la personne avant de tomber sur ton produit. Pour le SEO, c'est pareil au final. Le SEA, c'est la même chose. Qu'est-ce que recherche la personne avant de tomber sur le produit? Quel est le champ lexical, entre guillemets, de ton produit pour trouver, en fait, si tu veux, une solution à leurs problèmes? Ok, sur Facebook, c'est de l'intérêt, etc. Mais nous, notre vrai métier, c'est de se mettre à la place des gens. Mais c'est un peu comme font les publicitaires, un peu comme font les gens dans les pôles marketing des grandes boîtes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de rentrer dans ta tête et de voir ce que toi, tu attends pour te proposer le meilleur produit. C'est exactement ça. Donc, nous, notre métier, c'est vraiment ça. C'est être un peu des psychologues, d'entrer dans la psychologie humaine pour vendre le produit parfait au meilleur des moments. Donc, c'est exactement ça. Max, toi, tu travaillais avec Amazon et c'est comme ça que tu t'es développé et que tu as réussi à développer ton business sur Internet. Du coup, l'acquisition de trafic, c'était pas un problème pour toi, vu que c'était Amazon qui t'envoyait du trafic. C'était déjà fait. C'est quoi, selon toi, du coup, les problématiques, les challenges?
Problématique sur Amazon? C'est Non, toujours mais quand trouver tu le t'es bon développeur en pro- dropshipping. Donc que Bah, ce soit à travers Amazon ou ton expérience quand tu as créé ton site, peu importe. non, les barrières, il y en a pas vraiment eu parce que, enfin, moi, j'ai arboré la chose d'une autre façon. J'avais déjà mes produits en vérité. Parce que je te dis, j'avais des magasins physiques. Donc, voilà, en fait, ouais, si le souci, c'est de créer un catalogue, d'avoir le bon produit au bon moment. Par exemple, là, en ce moment, le produit numéro un des ventes sur Amazon, c'est les pieuvres. Et il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je vais chez un fournisseur et je lui dis, bah, écoute, les pieuvres, ça fait un malheur et C'est il m'en encore maintenant faudrait. là? Encore maintenant les pieuvres? Ils sont encore numéro un, ouais, 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 avec le Uno. D'ailleurs, le Uno, petite anecdote, le 16 ou 17 mars, ou je sais plus quand, mais Amazon avait fermé ses dépôts en France. Mhm. Donc, le dépôt Amazon était fermé. Donc, au premier confinement, hein. Donc, 2020, mars Oui, tu t'es 2020 gavé à ce ou moment-là, si je dis pas de quelque chose du bêtises. genre. Et on a vendu pour 5000 euros de Uno en 2 jours. Le Uno, mais je savais même pas que les gens achetaient le Uno. Le Uno. Le Uno, on a vendu 5000 balles de Uno en 2 jours. Donc, pourquoi? Parce que les gens voulaient ce produit à À ce l'instant T, moment-là. parce qu'ils Mhm. étaient confinés, ils voulaient jouer aux cartes chez eux. Donc, C'est la ça, c'est barrière, je pense exactement que ça. c'est trouver le bon produit au bon moment. Hmm. C'est pas toujours simple, mais je te dis, en Non, ce mais moment, sur Amazon, le numéro un, c'est la pieuvre, en termes de jouets, en tous les cas, Oui, bien sûr, on a dans bien la compris que c'était catégorie la jouets. thématique. Mhm. Ouais. Gérald, Non, mais c'est c'est quoi ça, selon c'est toi te mettre à la place des gens. C'est exactement ça. Rentrer dans L'empathie, leur tête, exactement. anticiper le trend. C'est ça. le challenge? Exactement. Gérald, c'est quoi selon toi le challenge, du coup, le truc qu'il faut impérativement maîtriser pour faire que ça marche? L'empathie, toujours pareil. Je suis 100% d'accord. L'empathie, c'est vraiment la base du marketing. Et comme tu es parti tout à l'heure, on le disait, enfin, je le disais, c'est vraiment un bon dropshipper, donc qui est bon en acquisition, qui est bon en conversion. Il y a aucune chance qu'en fait, il ne devienne pas riche, même si c'est pas par rapport au dropshipping, en fait. C'est une super école de marketing. Et je pense, ouais, que c'est un, voilà, non, non, toujours pareil, l'empathie, avatar, douleur, et on y va, quoi. Et conversion. Avatar, douleur et conversion, ça ferait un beau nom d'une série télé, ça. Abdel, c'est quoi selon toi le vrai challenge, la chose qu'il faut impérativement apprendre à développer? Moi, je pense que je vais pas redire ce qu'ont dit les autres parce que on est globalement tous ici alignés sur cette approche-là qui est customer centric. Moi, je pense que c'est vraiment cette logique d'acquisition. Et je suis comme mon homologue Benjamin, hein, on est sur la même école. C'est de se dire qualifier derrière un besoin et une requête et d'aller chercher l'intention. Et en Mhm. fait, l'intention finalement qu'exprime l'utilisateur, c'est un peu une pelote de laine qu'on va commencer à tirer. Et en fait, il en découle tout un tas de fils qui finalement, chacun est une piste finalement différente. Et du coup, c'est ce qu'on peut entre guillemets avoir comme piste pour commencer à élaborer quelque chose d'intéressant. Moi, ce que j'aime bien et ce que je trouve hyper difficile finalement comme barrière à l'entrée dans le drop, hein, c'est vraiment cette logique-là de me dire, euh, et je le vois sur les acteurs par exemple de niche, tu as beaucoup d'acteurs de niche, ça fait 10 ans ils font du drop, comme tu disais, les mecs ils se gavent, ils ont des sites, c'est le PrestaShop à 1.5, tu vois, et non mais c'est vrai, et, euh, et toi tu arrives avec le facteur différenciant qui est que tu apportes une expérience client, tu apportes tout un attirail marketing et de la valeur ajoutée. Mais en fait, il y a un truc que eux, ils ont que toi, tu vas galérer à avoir. C'est ce fameux sourcing de produits qu'ils ont mis des années à peaufiner, à maîtriser. C'est ce que certains ont ici. C'est cette qualité de produit au départ sur lequel nous, on a tendance un peu à bootstrapper et ensuite se dire on step up
d'accord? Genre AliExpress, agent chinois, Hmm. branding, stock en France, etc. Alors que le mec qui commence sa boutique, lui, il a un PrestaShop éclaté, mais quand tu reçois le produit, tu es content. Et du coup, ben, finalement, tu recommandes chez lui, même si la boutique est pourrie, même si l'expérience client, tu vas noter ça 1 sur 10, ben, finalement, tu continues à racheter. Et je pense que, et c'est pour ça que moi, je me tends de plus en plus, surtout là, ces derniers temps, vers des business où il y a une grosse barrière à l'entrée, de la licence, des produits régionaux, des produits Artisanaux. inhérents, ouais, artisanaux, des produits inhérents à certains pays ou un certain nombre de choses qui sont vraiment fabriquées sur place et qui sont pas chinoisées, quoi, entre guillemets. Mhm. Et ça, et je vois clairement que c'est un game changer. Et je pense que s'il y a quelque chose de difficile, ce serait de se dire, voilà, le sourcing des produits est quand même quelque chose qu'il faut, pour lequel on doit se former aussi. Tu vois. En soi, pour moi, c'est une formation à part entière que d'apprendre à vraiment sourcer des produits. Quoi. Ouais, d'apprendre à comprendre justement les tendances, les besoins, les envies. Mhm. Et tout ça va changer bien évidemment en fonction de l'endroit où vous vendez. Il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur la France, etc. Alors que typiquement, vous voulez une solution pour ne pas payer la TVA et que ce soit complètement légal. Vous voulez cette solution? Bah, tout simplement, vous faites une boîte en France et vous vendez 100% à l'étranger. Il suffit que vous vendiez 100% aux États-Unis, que vous ne vendiez rien en France. Vous avez votre société en France et vous n'avez pas de TVA, vu que forcément vous ne vendez pas sur le territoire. Et sur cette base-là, bah, les besoins, les envies, les demandes aux États-Unis vont être complètement différents de ceux de la France. Et le marketing également va être complètement différent. Et ça amène d'autres opportunités. Tout à l'heure, quelqu'un dans le chat nous disait que par exemple au Canada, au Québec, personne ne connaissait le dropshipping. Et je ne suis pas étonné. Alors même si à mon avis, il y a des gens qui connaissent le dropshipping, il y a quand même d'autres problématiques, une autre vision des choses, etc. Et ça vaut le coup de le creuser. J'aimerais les amis qu'on clôture un petit peu avant de passer à notre petit téléphone arabe. Chacun partage un petit conseil pour quelqu'un qui démarre, pour quelqu'un qui veut se développer et qui veut développer son business. Benjamin, tu commences? Pour démarrer le business, bah, je dirais s'accrocher, se former. Je pense que c'est le plus important, ne pas foncer tête baissée. Toujours réfléchir, noter sur papier, enfin toujours noter, bien écouter aussi, s'entourer. Enfin, ouais, au final, il y a tellement de choses. Un Mais conseil, t'en choisis un. un conseil, non, un conseil, tu sais quoi, se former. Parce que c'est des domaines où tu peux pas te lancer comme ça, la tête baissée. De plus en plus, en fait, plus on avance au fil des mois, tu peux vraiment pas te foncer la tête baissée. Donc, se former, tu peux démarrer en te formant avec des vidéos YouTube, bien entendu, hein, mais voilà, ça va te prendre beaucoup de temps et beaucoup d'informations et d'énergie, mais c'est vraiment ça, bien se former pour apprendre les bases du modèle économique. C'est très important, mais au final, c'est comme partout. Tu ne peux pas être dans de la comptabilité du jour au lendemain, tu ne peux pas être footballeur de haut niveau du jour au lendemain, c'est la formation et l'entraînement, quoi. Il y a Erwan dans le chat qui dit pas besoin de formation pour faire des études de marché et savoir coder un site. Bah, j'aimerais bien voir la gueule de tes sites alors. J'aimerais voir la gueule de tes études de marché, frérot. Ah, si, Moi, personnellement, la si, première bien sûr, fois, c'est des formations et entraînement, c'est obligé. Tu la codes pas première fois où du jour j'ai au créé un lendemain. site, je peux te dire qu'il était moche, hein, et les sites que je fais aujourd'hui sont un peu plus sexy. Puis ça tombe bien, aujourd'hui, j'ai de la chance de ne pas pouvoir les faire moi-même, hein. Donc, non, non, je pense qu'il y a plein de choses qui s'apprend et que tout s'apprend d'ailleurs. Et si tu l'apprends pas par quelqu'un, tu l'apprends par l'expérience. Et heureusement d'ailleurs. C'est quoi le conseil que tu donnerais, Yuri? Yes, ben, le conseil pour un débutant, ben, comme il disait Benjamin, c'est de se former déjà, parce qu'on ne peut pas commencer au hasard, hein. Donc, tout à l'heure, tu parlais du professionnalisme. Je pense que maintenant, si tu te professionnalises pas un minimum, que tu cadres pas ton expérience client, ta valeur perçue aussi de ton site, et que tu fais pas les bonnes choses, c'est pas possible. Et si tu te formes pas, bah, tu sauras pas le faire, comme tu disais à je sais pas qui. Avoir la gueule du site parce qu'en vérité, sans réelle formation, c'est compliqué d'en avoir un beau. Donc déjà de se former, de se professionnaliser et puis de comprendre aussi le marché de chaque produit puisque chaque niche
sa plateforme, son produit, son marché. Et donc de bien analyser la totalité. Donc faire une analyse de son marché, puis de faire un business plan, un plan à suivre, une carte à suivre pour ne pas se perdre. Top, merci Yuri. Loïc, tu dirais quoi à quelqu'un qui démarre avec 1 an et demi d'expérience? Maintenant, tu as un peu de recul sur ce que tu as fait ou sur ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui lance son shop, qui veut lancer son shop? Ouais, mais bah, on l'a déjà dit maintes fois, même s'il y en a un Donner qu'il faut quelque vraiment chose de tout à fait différent. d'accord, c'est bah, déjà clairement la formation, que ce soit une formation payante ou même il y a plein de choses qu'on peut apprendre sur YouTube ou autre. Et après, c'est clairement déjà, autre que se former sur le terrain, c'est déjà se préparer mentalement parce que quoi qu'on peut voir sur le net, c'est loin d'être facile. On aura toujours des échecs et bah, on a tous connu des moments où on était vraiment en phase vraiment de bad pendant, même si ça dure quelquefois 2, 3 jours, où on a vraiment l'impression qu'on n'y arrivera jamais. C'est vraiment pour moi les phases les plus difficiles. C'est vraiment tout l'aspect préparation mentale face à l'échec, parce que quand on échoue, en tout cas dans ce type de business, bah, on est tout seul. Que si on a un problème, on est salarié, ça va pas bien, on est une équipe de 15, ben, il y a toujours quelqu'un pour nous épauler ou quoi, que là, on est vraiment tout seul. Et ça, c'est aussi à nous de nous préparer et de bien s'entourer, trouver des personnes qui peuvent nous tirer vers le haut de par leur expérience, toutes ces choses-là. Et si vous ne voulez pas être tout seul, les amis, la solution, c'est la tribu. Rejoignez notre club privé d'entrepreneurs sur le web. Merci Loïc, je pense que c'est très bien d'en parler aussi. Max, tu dirais quoi, toi, un conseil pour démarrer? Eh ben, il faut déjà essayer. Et je pense qu'il faut persévérer. Voilà, vous allez avoir un produit qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, t'en essayes un second. Le second, il ne fonctionne pas forcément, mais t'en essayes un troisième. Et au bout d'un moment, ça va payer. Ça va payer, les efforts, ça paye. Et les galères, c'est pas grave, ça va payer, ça va finir par payer. Donc là, je pense que sur les personnes qui nous regardent, eh formez-vous avec Enzo, formez-vous Moi, avec j'ai plus de formation Benjamin. e-commerce en cours. Ah, t'as plus de formation, c'est Moi, vrai? j'ai pas de Ok, formation ok, ok. e-commerce en cours. Moi, Eh j'ai qu'une formez-vous seule chose, c'est avec. les groupes maintenant. Ok, ok, ok. Et donc voilà, voilà, persévérer. Persévérer. Top. Gérald, tu dirais quoi à quelqu'un qui se lance? D'un point de vue purement technique, moi, je suis adepte de disséquer ce qui fonctionne. Euh, on prend le truc, on le démonte, on voit les 10, on en prend 10, on en prend 20. Alors, je dis pas qu'il faut aller jusqu'au bout du tunnel, il faut acheter de temps en temps. Il faut vraiment aller jusqu'au bout du truc. Euh, ne pas essayer d'adapter la théorie à la pratique, mais éventuellement de répliquer de la pratique. Moi, je suis pas contre, toujours pareil dans les règles dans les règles de gentleman, de chevalier respectueux, de faire du copycat sans bien entendu tomber dans l'illégalité, s'inspirer de ce qui fonctionne le mieux et, euh, et voilà, et très vite se péter la gueule en fait. Dans tous les cas, la première version, ça sera pas la bonne. Donc autant vite la passer, celle-ci. Puis ensuite, après, on itère. Donc, lancer le plus rapidement possible en s'inspirant, en copiant ce que font les plus grands, quoi. Exactement. Samy, tu dirais quoi, toi, à quelqu'un qui lance un projet? Ah, je pense que tout a été dit et je remets l'accent sur la formation, se former pour déjà voir les rouages du truc et comprendre. Mais si tu n'es pas fort dans un domaine ou si un domaine tu bloques, il faut vraiment apprendre à déléguer et pouvoir créer des process justement pour pouvoir déléguer ces points que tu ne gères pas, mais sur lesquels tu dois quand même te former pour pouvoir les déléguer, quoi. On va prendre Ça, des questions du coup dans le chat, c'est le moment, vous allez pouvoir poser des questions à nos experts, c'est le moment, si vous aussi vous voulez participer à la soirée, allez-y, balancez, j'avais une première question passée, je vais rebondir dessus. Vous bossez combien d'heures par jour? Combien d'heures vous bossez par jour en moyenne? C'est quoi l'organisation Beaucoup d'un trop. entrepreneur du web?
bosse pendant Le plusieurs heures. Morito, la plage dorée, Même, même en dormant, on bosse. Ouais, après, c'est très variable, hein. C'est très variable, ça va dépendre vraiment du projet actuel. Je pense que tout entrepreneur actif est adepte de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Surtout quand on est sur le web, bah, ça nous permet d'avoir accès à plusieurs activités, plusieurs choses qui peuvent être sympas de par ce qu'on fait. Donc je pense, après, c'est que mon avis, ça dépend. Ça peut être 15 heures dans une journée, comme ça peut être 2 heures, c'est très variable. Et En en tout cas, pour moyenne, mon tu cas. bosses plutôt, t'es plutôt de la team gros bosseur ou plutôt de la team à la Non, cool? moi, je suis de la team gros bosseur, très franchement. Je préfère bosser activement et trouver comment occuper mon temps à justement le rendre productif par rapport à un projet que je peux effectuer que rester inactif. Voilà. Après, je pense qu'il y a un temps pour tout. C'est juste une question d'équilibre, comme un peu tout dans la vie. Benjamin, toi, tu disais gros bosseur aussi? Ouais, gros bosseur, peut-être parce que je suis pas assez organisé, mais en tout cas, ouais, moi, les journées, mais Possible. comme dit Yuri, de toute façon, en fonction, c'est aussi en fonction des projets du moment. Nous, on a plus tendance à bosser pendant la période octobre-décembre aussi, qui est quand même, faut pas le nier, une grosse période pour nous. Donc là, c'est des journées de 14 heures généralement, surtout le week-end du fin novembre. Là, on est presque sur du 20 heures en mode manuel sur les comptes pub. Donc là, c'est le rush. Après, sur des périodes comme celle-ci en ce moment, bah, c'est un peu plus calme avec le nouvel an chinois, tout ça. Les usines ne te répondent pas, les agents non plus. Donc bon, bah, du coup, tu laisses un peu tourner un peu en mode automatique. Et après l'été, souvent, bah, tu essayes d'anticiper à partir de juin, justement, la période Black Friday. Donc c'est là que tu commences vraiment à reprendre un rythme de travail pour anticiper du coup la fin de l'année. Et que ce soit en termes de clients, en termes de marque, en termes de tout, parce que tu sais que c'est là que quasiment tout va se jouer en termes de chiffre d'affaires de toute façon. Donc Gérald, tu bosses c'est beaucoup, toi? Tu fais partie de la team gros bosseur ou pas? Beaucoup d'heures dans la journée? Beaucoup d'heures dans la semaine. En fait, il n'y a pas vraiment de. Mais sinon, en fait, moi, je suis cadré par les gamins. Donc, en fait, moi, je travaille comme Christiane à la compta, quoi. Je veux dire, je pose des gamins le matin, je les récupère le soir. Il n'y a pas de. Par contre, ouais, c'est vrai que le week-end, je peux ouvrir l'ordi un petit peu. Enfin, honnêtement, ça va, je me suis calmé. Après, maintenant, j'ai les équipes et j'ai des mecs qui gèrent les équipes. Donc, ça, c'est plutôt confort. Voilà. Après, moi, je fais des nuits blanches. Donc, ça aide aussi. Je cogite beaucoup la nuit. Donc voilà, non, mais sinon, vraiment tranquille, quoi. Abdel, tu fais partie de la team gros bosseur ou plutôt à la cool? Ah, moi, je suis gros bosseur et même le week-end. Et après, c'est vrai que par contre, que quand je déconnecte total, tu vois. Et puis voilà, mais c'est en général, ouais, c'est gros bosseur. Donc en général, c'est des petites journées. Chez moi, c'est 7-8 heures par jour. Et grosse journée, ça va être comme Yuri, je vais faire, ou Benji, je vais faire du 12, 13, 14 heures, 15 heures. Je vais charbonner. On est loin, Après, on est, on est loin du rêve américain vendu sur YouTube. Merde alors. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? ouais, moi, je te vends le rêve marocain si tu veux, mais américain, ça va être compliqué, quoi. je te vends un riad. Ouais, ça va être ça le délire, mais ouais, non, et puis surtout, enfin, je pense qu'on est tous comme ça. Quand on a une idée en tête, on lâche pas l'affaire. On lâche pas le truc tant qu'on l'a pas fait, en fait. Hmm. Et donc, je sais pas si c'est de la passion ou si c'est une Non, mais certaine forme clairement, de. Voilà. c'est clairement de la passion en vérité, hein. Quand on se dit entrepreneur, en tout cas pour ma part, je pense que c'est qu'on est passionné déjà de ce qu'on fait. On peut être entrepreneur dans n'importe quel sujet d'ailleurs dans lequel on est passionné. Et quand on entreprend, c'est qu'on compte pas ses heures. Et en vérité, je pense qu'on est tous pareils. On a même du mal à estimer le nombre d'heures qu'on va travailler sur un projet, une boutique, surtout dans le dropshipping. Parce qu'on peut créer une boutique comme je sais pas quoi, c'est hyper rapide. Quand en plus on a des process, c'est juste magnifique. Donc après, c'est juste un travail de passion, donc c'est difficile d'estimer. Et c'est pour ça que bah, on le fait à fond, hein, Il y a je beaucoup pense. de boulot derrière. Ouais. Ouais, moi, il y a un truc, je pense, il y a plusieurs phases aussi, peut-être des phases de vie, peut-être des phases d'entrepreneuriat, de connaissances que tu apprends. Pendant un moment donné, j'ai beaucoup travaillé et je travaillais toujours à courir après quelque chose. Puis finalement, pour apprendre à plus m'en détacher et aujourd'hui, apprendre à apprécier les temps morts aussi, apprendre à réussir, à prendre des temps morts, mais des vrais temps morts et prendre plus de plaisir
dans des projets passion, avec d'autres groupes, peut-être sur le live dans la semaine d'ailleurs, on en parlait, c'est gagner suffisamment d'argent pour qu'à un moment donné, les projets dans lesquels tu te lances et les décisions que tu prennes soient des décisions complètement inintéressées ou en tout cas dans lesquelles l'argent n'est plus la motivation. Ça, c'est vraiment un plaisir, c'est-à-dire que quand tu peux te permettre de prendre 2 heures pour faire un live sur Twitch en mode bas les couilles, que ça marche pas, qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas de gens. Ça, c'est un peu le kiff, tu vois. Et c'est un peu le kiff aussi de te dire, tiens, je vais apprendre à parler une langue, je vais apprendre à jouer de la guitare, je vais m'inscrire au kitesurf, ce genre de conneries, de pouvoir débloquer du temps pour pouvoir faire ça. Moi, je pense que pendant très longtemps, j'ai été prisonnier de mon business. J'ai été prisonnier de l'argent que je gagnais. On pense toujours que l'argent est très libérateur et que l'argent est la voie de la liberté. Mais moi, je pense que pendant très longtemps, j'ai été la pute de l'argent que je gagnais. Et l'argent m'a vraiment emprisonné dans un truc. Aujourd'hui, j'ai réussi à prendre beaucoup plus de distance là-dessus. Et je travaille toujours beaucoup. Mais je m'autorise à kiffer un peu, à jouer un peu, à faire un peu de Twitch, à sortir un peu plus facilement, à plus facilement ne pas bosser le week-end. Alors qu'avant, je ne me l'autorisais pas forcément. Et je pense que c'est quelque chose qui vient aussi avec le temps. On va rebondir rapidement sur une autre question qui était de la même personne d'ailleurs, mais que je trouve très intéressant. C'est quoi vos plus gros doutes? Quels ont été vos plus gros moments de doute? Max, du coup, que j'avais pas interrogé sur le temps passé au travail parce que je savais qu'il allait me dire qu'il bosse beaucoup. C'est pareil, c'est le rêve marocain. Le rêve marocain, toi aussi? Ça a été quoi Le le rêve plus gros moment de marocain. doute dans ton développement, dans ta carrière? Au Un niveau gros du stock business, d'un produit qui s'est pas vendu, l'ouverture d'une boutique où tu as mis ouais, il beaucoup y a déjà eu d'argent en ça. risque. Ouais, je pense qu'il y a déjà eu ça. Ou un fournisseur où tu as bien bossé l'année d'avant, te dit l'année d'après, bah tiens, essaye ce produit-là, il est vraiment bien et finalement, tu n'arrives pas à le vendre. Donc là, c'est là où tu doutes. Tu te dis, bah, j'aurais peut-être pas dû acheter ça avec des quantités comme ça, etc. Mais tout à l'heure, juste avant, je disais, il faut essayer. Et si le produit, tu le vends pas une année, 3 ans plus tard, tu vas le revendre peut-être 2 fois plus cher. Tu vois, donc il faut rebondir tout le temps et, Faut et avancer malgré persévérer. les doutes, ce serait ça un peu le... Toujours, toujours, toujours. Et même si bah, des fois, bah, les doutes, de toute manière, tu en auras toujours dans la vie de n'importe quelle façon. Mais après, bah, on les surmonte. Ok, ça fait partie du chemin, toi. Toi, Loïc, t'es un petit peu celui qui laisse passer les autres devant toi pour tester des trucs. T'es plutôt de la team hashtag Flippette. Et du coup, ça a été quoi tes doutes, sachant que toi, en plus, tu t'es lancé dans cette activité alors que t'avais déjà 2 enfants à charge. C'est quoi tes doutes et c'est quoi encore tes doutes peut-être aujourd'hui? C'est pas vraiment Team Flippette, c'est Team. Assume, frérot. Ouais, en fait, si je vois des gens que je connais pas sur Internet qui font des vidéos de YouTube et qui veulent mon argent, Tu parles de par moi? Est-ce principe, que tu parles de moi, frérot? non, non, parce que toi, je te connaissais un pas. Par principe, il va falloir très longtemps pour que j'ai un minimum confiance en eux Mhm. pour acheter leur programme. Et c'est plutôt Et bon signe d'ailleurs. Si vous aussi vous êtes derrière vos écrans, voilà, mettez du temps avant de faire confiance aux gens. On ne sait jamais qui on peut trouver de l'autre côté de l'écran. parce que, et même en fonctionnant comme ça, il y a une formation que j'ai payée 1000 et quelques euros. Je pense que quelqu'un Allez, qui balance, voit frérot, balance, produit. balance des noms. Dis-nous qui, dis-nous Ouais, qui. Benjamin Gassi. Ah, ok. Et sa formation, elle vaut Oh, rien, Benjamin? j'ai eu peur. Ah non, non, Benjamin arrête-toi, Chevillot, c'est un arrête-toi, gros arrête. con celui-là, imagine. Oh là. Imagine, Benjamin imagine. Gassi, je connais pas, du coup, je n'ai fait que le voir à travers certaines de ses vidéos. Ouais. Ça t'a pas plu, non, ce qu'il vend? T'as pas Ah, trouvé ça pro? mais C'était pas... C'est le Vin Diesel du drop. Ah ouais? ouais. Bah, D'accord. si tu veux, après je te filerai mes logs pour que tu ailles voir avec Tate Marais. Ouais, En gros, on va respecter mon temps, mais ok, et, je savais pas, tu vas rire, je tu vas connaissais rire. pas pour le Ouais. coup. C'est peut-être un des rares d'ailleurs avec lequel j'ai jamais eu de contact. Ouais. Ok. Ouais. Et comment dire? C'est Du le Range coup, Rover qui t'a bah, décidé, frère? non, non, ça fait longtemps que j'ai sa formation en plus. Ça Ok. fait longtemps. Et tu vois, C'est quoi même les en doutes fonctionnant alors que comme tu peux ça, avoir sur le parcours? C'est quoi les bah, doutes que tu as pu avoir au moment où ça a les doutes, commencé? c'est toujours de pouvoir mesurer les risques. Comme tu dis, avec 2 gosses, une maison à payer,
une voiture à payer, à partir du moment où tu dois. Ouais, tu pars pas que t'habites et ton couteau en mode si ça va pas, je prends un Ouais, c'est brosse à ça, dents, on quoi. s'en va, quoi. Tu regardes pas ton compte, t'as 1000 balles, tu prends tout ton argent, tu le mets et tu te dis, bah, YOLO, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, bah, Tant tu pis. pleures, quoi. Donc, moi, mes plus grosses peurs, c'était ça, c'est surtout ça que j'ai mis longtemps à vraiment me lancer. Quand j'y suis allé, j'y suis allé vraiment à tatillon. Et après, ben, comme je disais tout à l'heure, c'était moi mon plus gros problème au début, c'était surtout de travailler sur moi, parce que des échecs, on en a tous en avoir, tout le monde va en avoir, et à chaque fois, j'ai eu souvent des blocages de plusieurs semaines, plusieurs mois, où je me suis dit, bah, en fait, c'est pas pour moi, quoi. Enfin, Je laisse tomber, quoi. je laisse tomber, c'est pas pour moi, je suis une merde, les autres y arrivent, pas moi, et la plus grosse peur, elle était surtout quand j'étais dans ces phases-là, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à mettre moi-même des bâtons dans les roues, en fait? Est-ce que je vais réussir moi-même à me laisser le Ouais, faire, quoi, à me laisser y arriver? Ok. ouais, Bon, et puis la preuve aujourd'hui, tu as réussi à faire plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Tes ouais, enfants ont à manger, tu es toujours habité dans ta maison, tu roules toujours dans ta voiture, c'est c'est que tout ça. va bien. On te souhaite que de réussir à Et développer notamment tout grâce à ça. la formation de Benjamin, le Mais vrai notamment Benjamin, grâce à la formation de Benjamin, du coup. Benjamin lequel, cette fois-ci? Le celui vrai. qui est Le présent. vrai. Celui Ça qui me est plaît, ça, le présent. vrai Ouais. Benjamin. Benjamin, c'est quoi tes doutes, toi, sur le parcours, dans ton parcours en tant qu'e-commerçant? Hmm. Mes doutes, ça a été Parce que toi, quand il j'ai faut quand même, tu bascules sur le web et tu bascules. Alors, avant de basculer dans l'e-commerce, tu vas basculer dans la pub, mais tu vas basculer là-dedans avec des dettes, avec une première boîte physique qui malheureusement c'était mal fini et tout. Tu partais pas qu'avec des points forts, quoi. Non, c'est sûr, j'avais des casseroles financières aux fesses, comme on dit. Ouais. Non, moi, c'était pourvu que ça marche. C'était un mode pourvu que ça marche. Alors après, c'est vrai que oui, j'ai toujours été un peu au niveau, enfin, depuis l'expérience YouMove, etc., où j'avais pas spécialement de plan B. Là, maintenant, avec mon environnement actuel, j'ai des plans B, des plans C, etc. Et au début, quand je me suis lancé, j'ai toujours eu le plan B, en fait. Donc, j'ai lancé le e-com pour me former, etc., au drop. Et à côté, je faisais déjà un peu de presta aussi, Ok. avec des commerçants physiques dans la Rajoie. Donc, j'avais des taxis, j'avais des plombiers, j'avais des fleuristes, etc. Et ils me donnaient tous Et donc, 290 euros ton par mois. doute, ta peur, c'était que ça marche pas, que tu gagnes pas suffisamment pour pouvoir payer ton train de vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était en mode, et si ça marche pas, tu vois? Enfin, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Donc, par rapport à ça, en fait, si tu veux, c'est là que tu commences à anticiper et à mettre des plans pour te dire si ça marche pas ou pas tant que ça, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, bon, j'ai eu la chance que ça ait marché, pour le coup. Et au pire, au pire, on développe autre chose, quoi. C'est ça? Oui, voilà. Après, moi je sais que j'ai cette capacité un peu caméléon à me fondre un peu dans n'importe quel environnement. Je m'adapte très vite. Donc, j'aurais forcément trouvé autre chose. Euh, J'avais aussi un plan C, vraiment, si ça ne marchait pas, parce que j'avais été consulté pour faire en fait, si tu veux, de l'auditoring concernant le handicap. Ok. Donc, je pense que ça aurait été Ah, le mec, il mon aurait backup. monétisé son fauteuil, quel génie. Mais quel génie, mais quel Non, génie. c'est ça. J'avais des mairies qui avaient commencé à me contacter parce que j'ai été observateur pendant l'Euro 2016 pour l'UEFA. Et depuis ce temps-là, en fait, quand j'ai fait des conférences avec Orange et tout, bah, ça aurait pu être justement mon backup. Si toutefois, Et voilà, si backup toutefois. handicap, les amis, comme quoi, quand vous pensez que vous partez des points de retard, vous partez parfois avec des points d'avance. C'est un beau message que nous partage C'est Jésus. ça, c'est ça. Abdel, ça a été quoi les doutes sur le chemin, les galères, les trucs où à un moment donné tu t'es dit bon merde, sachant que toi tu as été salarié pendant longtemps en parallèle de tes activités. Alors tu as d'abord été entrepreneur, puis tu es revenu sur l'entrepreneuriat sur le web et en parallèle de ça tu as pris une belle place de salarié dans le web en parallèle de tes activités. Du coup ça a été quoi tes doutes? Ça a été quoi tes craintes? Moi, je vais dire, je me suis fait virer du bahut, j'avais piraté Pronote. Je suis rentré chez, je suis rentré chez Leader Price. Premier jour, le mec il me dit, tu veux faire quoi? Je lui dis, je vais prendre ta place. En fait, du coup, niveau galère, j'ai envie de te dire, j'en ai connu parce que quand j'ai ouvert mon magasin de smartphones,
J'ai perdu quasi, ouais, un peu moins de 45 000 euros au total. Les doutes, quand j'ai eu mon hôtel, ben, c'était pareil, mais là, c'était du 6 chiffres. Donc après, quand tu te lances sur le web, quand tu as connu le physique et tu te lances sur le web, franchement, tu n'es pas en stress, hein. Parce que tu te dis, c'est quoi le plan B? Ben, c'est de recommencer le plan A, en fait. Euh, Mhm. je veux dire, le plan A, c'est lancer un site et de faire en sorte que ça fonctionne. Et en fait, je me suis dit, quand je suis revenu sur le web, je me suis dit, putain, t'as quand même réussi à vendre des skins sur Allopass de Counter-Strike à l'époque. Alors, si là, tu fais, bah, tu faut que tu cartonnes pas en e-commerce, c'est qu'il y a quand même, il y a quand même un truc, tu vois. Mais moi, j'avais pas le choix parce que bon, de toute façon, avec ma ganache de rebeu, vendre en one-to-one, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis dit, bon, bah, go sur le web, quoi. Puis, Ça a été ta façon de contrecarrer la discrimination à toi? ouais, après, franchement, en fait, moi, je l'ai vécu, bon, moi et ma femme, on l'a vécu comme ça le jour où, en fait, on nous a dit non, mais enfin, vous ne serez jamais propriétaire d'un établissement hôtelier, vous oubliez, etc. Et alors que la banque suivait, que tout le monde, enfin, d'un point de vue financier, ça suivait, parce qu'on n'était pas dans la région qu'il fallait, on va dire. Bien que j'ai grandi là-bas, c'est vrai que je me suis dit, bah, tu vois, le web, je peux m'appeler Jean-Jacques, ce que tu veux. Je peux avoir l'identité que tu veux derrière un PC, finalement, peu importe, parce que les gens, ils achètent une vitrine. Enfin, ils achètent derrière une vitrine, et puis voilà, c'est ça le plus important. Et je voulais remettre un peu de l'humain dans ce que je faisais. Et c'est vrai que la chose, si je devais retenir la chose la plus galère, finalement, euh, c'est quand même que le fait, et ça, je pense que personne n'en a parlé, c'est le fait que ton entourage comprend pas ce que tu fais. Mhm. Et en fait, ils vont se rapprocher d'une logique rationnelle qui est la leur en fonction du niveau d'information qu'ils ont. Donc, ils vont te dire, ouais, reprends tes études, comme quand t'es gosse, deviens médecin, va faire tes études, etc., deviens un bon employé et compagnie. Et en fait, toi, dans ta case d'entrepreneur, ben, tu es un peu le mec qui est là, qui dit. Et puis, tu as toujours ce truc-là, et je sais pas, ça a dû arriver à plein de monde autour de. C'est quand tu as un échec, et puis toi, tu en parles autour de toi, et puis tu as ta mère qui dit, ouais, tu sais, il y a Gérald, le pompiste, là, il cherche quelqu'un. Tu vois. Ouais. Et J'avais tu te quelqu'un dis, il y a mais pas non, en longtemps qui fait. me disait, putain, on était. Bah, je crois que c'était Ludivine. Ludivine et Antonio, du coup, bah, ils ont réussi à développer une belle activité qui leur permet de voyager et puis de faire des projets. Et puis ils rentrent dans le nord de la France et tout, machin. Au début, ils se disent, bon, on va louer une voiture, tu vois. Puis il y a le daron qui dit, non, mais tu vas prendre ma vieille Clio, frère, ça va aller. Et puis il y a la daronne qui dit, tu sais, vous êtes là quelques mois là. Tu sais, il y a machin là qui recrute si tu veux aller faire pionne au lycée ou je sais pas quoi. Non mais maman, ça va, tu sais, on a deux boîtes, tout va bien se passer, tu vois, ça roule. Et bon après là c'est aussi un petit peu leur faute parce que bah, ils ont pas annoncé complètement à leur daron ce qui se passait, tu vois. Les volumes, tout ça, ils avaient pas tout dit. Mais effectivement, ouais, c'est un réflexe. Moi je me souviens que effectivement mes parents, très peur au début, très peur. Très peur aussi de la volatilité du business. Ok, aujourd'hui tu gagnes X, mais si demain tu gagnes pas X, qu'est-ce qui se passe? Eh, frère, si demain il y a un bus qui t'envole, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Moi, Demain, moi, Covid, qu'est-ce qui se passe? Demain, tu te fais virer de ta boîte, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la sécurité de l'emploi, est-ce qu'elle existe encore vraiment, tu vois? moi, je vais te dire juste un truc, un petit mot sur ma daronne, là, ça m'avait fait rire. C'est quand elle m'a dit, tu fais quoi maintenant? Et j'ai dit, ben vraiment, je suis sur le web. Elle m'a dit, mais Mais tu c'est fais qui du quoi? coup Mais tu Non, fais mais quoi? elle m'a dit, du coup, c'est qui ton patron? Et moi, pour rigoler, je lui dis, c'est Internet, tu vois. Elle me dit, mais c'est où ces bureaux? Il te donne des fiches de paye? Dans Ah tous bah les moi, cas, attends, Abdel, si moi, t'aurais ma été une mère, femme, elle comprenait rien quand j'avais un site, hein. Quand je lui ai dit, je fais du e-commerce, elle fait, what? Par contre, après, quand je lui ai dit, je travaille pour Google, là, tu vois, là, direct, elle a compris, tu vois. Voilà, comme ça, au bah, moins, au c'est le final, raccourci facile. dans tous les cas, la vérité, c'est quoi? C'est que nos patrons, alors c'est Larry Page et ils sont plus boss, mais les boss de Google, Hmm. c'est le Zuckerberg, c'est le Stripe. Pour tous ceux qui sont encore sur Shopify, c'est le Shopify. C'est eux les grands gagnants de l'histoire, hein. Ils nous prennent 2 à 4% sur chaque transaction.
Et le vrai boss de Gérald, lui, il lui prend 15% par mois. Donc, autant vous dire que les grands gagnants, dans tous les cas, c'est toutes ces plateformes. Mais bon, qui ont démocratisé le business, sans eux, on serait pas là en train d'en discuter. Je pense que c'est toujours ça aussi. Merci le chat, en tout cas, pour vos questions, pour vos interrogations. N'hésitez pas, vous pouvez également continuer la Enzo, je crois qu'on conversation. n'a pas eu Loïc. On n'a pas eu le petit retour de Loïc. On n'a pas eu le retour de Loïc Sur son point de vue. sur le doute. Ah ben, il me semble que si, mais vas-y. Samy, on n'a pas entendu, je crois. Parce que moi, j'ai Loïc, si, aucun- il nous a raconté le truc par rapport. Mais qu'est-ce que t'avais une mauvaise blague à sortir? J'ai pas le chat en visu. S'il y a une mauvaise Non, blague non. dans le chat, je le vois C'est pas. par rapport aux parents. Ah, technique. par rapport au daron. Vas-y. Samy, J'ai Samy, une- Loïc, clôturez la thématique et on va passer sur le Gartic Phone. Moi, j'ai une technique toute trouvée. J'ai encore rien expliqué comme ça. Ah, C'est tranquille. Moi non plus, je suis pas très transparent. La technique D'ailleurs, Fantomas. est-ce qu'il Arnaquage ici, ou Fantomas. ça fait 2 semaines là que je me coach moi-même. Là, tous les jours, je me dis, allez, parce qu'ils habitent à côté, je me dis, je sors, je prends mon ordi et je demande d'aller sur mon site et je lui montre. Et à chaque fois que je me dis, je vais faire ça, je vais chez eux et je vois Romain, qui est mon meilleur ami. Et mon père me dit, mais qu'est-ce qu'il fout, Romain, là, en ce moment? Je dis, bah, il vit sa petite vie, il peinard. Il dit, ouais, mais ça fait combien de temps qu'il travaille plus? Il n'y a plus de boulot. Alors, ils essayent de me tirer les verres du nez. Et moi, je passe en soum-soum, j'essaie de vite couper la conversation. Il dit, ouais, c'est encore un magicien, il trouve encore des sous dans le ciel. Comment il fait? C'est pas possible, il n'y a pas de travail. Comment il fait? Moi, ça fait 1 an que je suis à la maison, donc je sais qu'un jour, ils vont me demander ce que je fais, mais on verra. Comment veux-tu expliquer ça? bonjour maman, Sachant je que, suis reseller. Voilà, c'est la phrase d'accroche. Et l'été passé, elle a acheté un aspirateur sur un site. Je déballe le truc, j'étais mort de rire. Je regardais ma femme. On se comprenait. Et elle me dit, ouais, mais tu vois bien, regarde, il s'appelle Cyclone, machin. Je dis, ouais, mais pourtant, il y avait plein d'avis 5 étoiles, je comprends pas. Il était à moins 40%, machin, promo. Je dis, allez. T'as scam ta mère. Bien joué. Non, non. De toute façon, Gérald aussi a scam ses parents, il en parlait tout à l'heure, il a vendu un correcteur de posture. Sam, du coup, c'est quoi le... C'est Baptiste, c'est pas moi. C'est quoi le doute? C'est quoi le truc? Ah bah, personnellement, j'ai croisé beaucoup de galères, mais jamais de doute. J'ai une chance, c'est que en fait, dans le monde du web, tout me passionne en vrai. Tout me passionne, donc il n'y a aucun doute. Tout est attaqué avec passion et comment je vais gros saquer le problème, passer au-dessus du truc. Ok, donc c'est quoi? C'est ce moment finalement de tampon dans lequel tu sais pas vraiment, dans lequel il faut trouver des solutions? Non, allez, si je devais vraiment trouver un doute, ça serait d'arriver à, comment dire, d'arriver à me former à un niveau avant que mes concurrents ou d'autres soient à ce niveau. C'est mon seul doute en fait. Je sais pas si j'exprime bien mon truc. Ouais, pour moi c'est plutôt clair. Le chat, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt clair, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt clair. Après, dans tous les cas, ce qui est important, c'est que chacun... ce qui est important aussi, et j'espère que vous l'avez eu à travers cet échange, c'est que le portrait peut être parfait, qu'on a pu vous dresser, que vous avez peut-être dans la tête de l'entrepreneur ou l'entrepreneuse beau, fitness, en forme, healthy, qui gagne un maximum d'argent en étant la moitié de la journée à la plage, c'est qu'une vision biaisée de la chose. Hein. Alors, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, avec des boutiques, par exemple, en SEO, etc., ou avec une belle délégation, avec de belles équipes, vous avez alors l'opportunité de débloquer du temps, d'accord, et de gagner de l'argent, peut-être plus d'argent que vous avez jamais imaginé. C'est une réalité. Maintenant, à quel prix? Quel est le parcours que vous allez devoir mettre en place avant ça? Quelles sont les choses, les barrières que vous allez devoir dépasser, les doutes que vous allez devoir affronter? L'entrepreneuriat, que ce soit dans l'e-commerce, dans le dropshipping ou dans peu importe le projet, ça va être vous confronter à vous-même, ça va être vous confronter à vos peurs, ça va être remonter vos manches, ça va être de temps en temps vous regarder dans le miroir et affronter votre ego, ça va être oser prendre parfois des risques dans lesquels vous allez vous sentir dans l'inconfort total, ça va être parfois confronter vos proches et votre famille qui ne vont pas comprendre ce que vous faites ni pourquoi vous le faites. Ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat.
Et les doutes, un peu comme le disait Marc tout à l'heure, c'est pratiquement tous les jours. Alors, la seule différence, c'est qu'à un moment donné, vous avez suffisamment votre... Moi, de toute façon, pour moi, tout n'est qu'un putain de jeu vidéo. Hein. Et dans votre jeu vidéo, là, un jour, il y a votre zone, il y a votre jauge de courage qui est juste plus forte que la zone du doute et de la peur. Et c'est tout. Et à un moment donné, vous faites les choses. Et vous avancez de péripétie en péripétie. Et on passe de boss en boss, on cumule des pièces tout au long du chemin. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est selon moi rien de plus que ça. Il ne faut pas ni l'idéaliser, ni le rendre plus moche qu'il ne l'est. Il faut juste le vivre. Et si aujourd'hui vous avez envie d'être responsable de votre vie, d'être responsable de vos revenus, de partir un peu comme un chasseur, comme un chasseur-cueilleur, comme à l'époque, trouver votre nourriture et puis vous démerder pour bouffer sans être un assisté du système, l'entrepreneuriat peut être pour vous. Maintenant, si vous êtes en panique systématiquement dès qu'il faut prendre une décision, dès que vous avez un maximum d'instabilité dans votre vie, dès que vous n'arrivez pas à prédire vos revenus ou à prédire votre agenda, ça vous met en panique. Bon, ce n'est peut-être pas pour vous et vaut mieux être un bon numéro 5 ou numéro 10 d'une société qu'un très mauvais numéro 1. Et il n'y a pas de mal à ça, même si dans tous les cas, je pense que l'on tend vers une société, j'arrête pas de le dire, de plus en plus indépendante, qui va être selon moi avec de moins en moins de sécurité du travail et où l'emploi va être de plus en plus précaire. Commencez à mon avis à développer des compétences qui vont vous rendre libre d'une façon ou d'une autre. Et plus vous avez de cordes à votre arc et de choix possibles devant vous, plus vous aurez de possibilités pour affronter le monde compliqué dans lequel nous vivons. Voilà. Et effectivement, pour tous ceux qui sont fans de la plage et du lifestyle, faites-le. Je vis à fucking Punta Cana. Au bout de chez moi, il y a les palmiers, il y a des plages magnifiques. C'est un truc que j'ai toujours rêvé toute ma vie. Bah, c'est disponible et c'est accessible. Et ça, c'est génial. Et si vous souhaitez faire comme Ben, quitter Tahiti pour retourner vivre à Arras, bah, vous pouvez le faire aussi. C'est ça qui est génial. Vous avez la possibilité. Tout est dispo. C'est bas là, c'est petit. Pas très gentil ça. C'est pas très gentil. C'est un choix, c'est un choix. Il y avait Tahiti. Tu sais Tahiti et Arras, qu'il y a Robert Kiyosaki qui disait un truc très intéressant sur ce que tu disais. Dans l'entrepreneuriat, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs lifestyle et les empire building. Ceux qui veulent construire et qui ont l'ambition perpétuelle de construire, et ceux qui recherchent plutôt un mode de vie. Et en vérité, ce qu'il dit et ce qui est très vrai, c'est que tant que tu t'identifies pas dans dans une des deux cases d'entrepreneur, tu peux pas réellement te développer. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Et tu vois, typiquement, moi, j'ai dû affronter le miroir et me rendre compte que j'étais pas une bête de travail, en fait. J'étais en Thaïlande, frérot. Je me levais tous les jours, j'allais au coworking. Première chose, j'avais ma routine, j'essayais d'appliquer tous les bouquins, les trucs, les machins. J'écoutais Gary Vee en mangeant à chaque pause, à chaque truc, à chaque fois que j'allais chier. J'étais là en train de Gary Vee. Ouais, work more, hustle more, machin et tout. Puis à un moment donné, je me réveille et je me dis, en fait, je suis un peu feignant, en fait. Puis en fait, travailler 18 heures par jour, ça me rend pas heureux. Et puis, je pense pas que c'est de la feignantise. Je pense justement, ça rejoint ce que Robert Kiyosaki disait. C'est de l'entrepreneur lifestyle, c'est que tu aimes bien le travail par passion, mais tu n'as pas cette recherche parce que tu sais ce que c'est quand on débute et qu'on n'a jamais gagné de l'argent, qu'on a encore ces barrières d'esprit de gagner 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 euros par mois. On a encore ces barrières d'esprit, on est encore bloqué. Mais quand on les passe, je pense que c'est là qu'on commence à s'identifier et à savoir vers quelle dynamique on fait. Tu vois, tu fais des lives, tu entreprends plein de choses pour la communauté. Donc, je pense pas que c'est de la fainéantise, c'est plus justement de l'entrepreneur lifestyle, de profiter une vision de la vie. différente des choses. Et ça, il faut avoir justement le courage de s'affronter, de dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que je vais faire comme tout le monde et dire, voilà, moi j'ai envie de gagner des millions et machin? Est-ce que tu as plutôt envie de faire des projets qui te passionnent, qui t'amusent? Est-ce que tu as envie d'avoir un maximum de temps pour tes proches, pour tes passions, pour ton kiff? Et ça, à un moment donné, il faut justement sortir du spectre de ce que les autres veulent de toi, ce que les autres disent sur toi pour pouvoir te réaliser et faire le projet qui te connecte, qui te passionne.